Bonsoir à tous et à tous, bonsoir en ligne, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Deux petites annonces avant de commencer la séance. D'une part, si vous êtes arrivé par la rue Cabénis, vous avez dû voir l'annonce d'une exposition sur le plancher de Jeannot. Si vous vous intéressez à l'art brut, il y a une exposition actuellement qui court jusqu'au mois d'avril au musée d'art d'expression de Sainte-Anne, qui présente une pièce très intéressante puisque c'est un plancher gravé d'un monsieur qui a témoigné de son vécu psychotique en inscrivant un certain nombre de choses sur ce plancher qui fait 13 mètres carrés et qui a été transporté à Sainte-Anne. Il y a une émission d'ailleurs sur France Culture sur ce plancher de Jeannot, et donc vous pouvez le voir. Et Anne-Marie Dubois, qui est la médecin responsable de ce centre d'études et d'expression, était venue nous faire une conférence sur l'art brut, sur l'art des fous, mais aussi sur l'art-thérapie. Et cette conférence a été mise en ligne, cette conférence qui date du mois de juin, a été mise en ligne sur la chaîne YouTube de l'évolution psychiatrique, et donc vous pouvez consulter cette conférence qui avait eu lieu ici donc en mois de juin. Et puis, deuxième point, il y a aussi cette exposition au Louvre, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, mais elle se finit début février, donc il vous reste un mois. Les deux curateurs viendront nous parler de cette exposition, mais malheureusement une fois qu'elle sera terminée, donc il vous reste encore un mois pour aller la voir. C'est vraiment une exposition passionnante qui décline un peu toutes les interprétations, les visions, le sens qu'a pu avoir la figure du fou au Moyen-Âge, aussi bien sur une réflexion sur l'amour que sur la sagesse, que sur le jeu et la fête, le renversement des valeurs. Et donc, allez-y, c'est vraiment passionnant. Ce soir, j'accueille le docteur Jérémy Saint-Zel pour une histoire des schizophrénies. Donc, Jérémy anime avec Yann ce séminaire depuis quelque temps déjà. Jérémy, tu es psychiatre, psychothérapeute, tu as longtemps travaillé auprès des enfants en CNPP, oui. Et tu es depuis une bonne vingtaine d'années un grand historien de la psychiatrie. Tu es membre de la Société médico-psychologique et vice-président donc de la section Histoire de la World Psychiatric Association. Non, là je suis président. Président, je retarde. Je suis vice-président de l'Association française des psychiatres d'exercice privé et aussi par conséquent du syndicat national des psychiatres privés. Voilà. Deux mouvements qui sont liés. Et donc tu exerces aussi ces fonctions d'historien de la psychiatrie au sein de l'Association mondiale de psychiatrie. Ouais. Voilà, et tu es un grand connaisseur des travaux sur la démence précoce et sur la schizophrénie. Voilà, un grand connaisseur de Créplin que tu lis dans le texte puisque tu es aussi polyglotte. Juste pour commencer peut-être pour ceux qui voudraient prolonger l'exposé de Jérémy, il y a deux ouvrages un peu classiques. C'est celui de Jean Garabé sur la schizophrénie, un siècle pour comprendre, qui date des années 90, il me semble. 2003, pardon. Je crois que c'est la deuxième édition, ça. Le 92 puis 2003. Et puis, donc c'est une histoire surtout des doctrines, un peu de la théorie de la schizophrénie. Et puis, il y a l'ouvrage d'Hervé Guillemin, qui est historien, qui avait fait un livre sur les schizophrènes au XXe siècle, et qui était un livre, lui, qui parlait plutôt à partir du témoignage des patients, du point de vue des patients qui étaient diagnostiqués schizophrènes. Voilà. Et toi, tu vas peut-être nous présenter un point de vue original, un point de vue qui est le tien, sur cette histoire-là de la démence précoce, devenue schizophrénie ensuite. Oui. Alors, je dois préciser que moi, je ne suis pas officiellement historien. Comme dirait Jean Garabé, donc notre prédécesseur, je me présenterai plutôt comme historien amateur, par contre psychiatre clinicien, ça c'est certain aussi. Alors j'ai travaillé l'intervention d'aujourd'hui
à l'occasion de mon travail de thèse que j'ai passé en 2008. Donc vous pouvez aussi aller à la bibliothèque Henriet, demander donc à Caroline ou à Catherine un exemplaire de ma thèse pour feuilleter ce que vous avez envie de lire ou bien découvrir en fait la suite de ce qu'avait démarré Jean Garabé dans son livre. En fait, j'ai travaillé à partir de son livre. J'ai précisément démarré ma recherche là où lui s'était arrêté. On peut dire un peu la même chose sur le livre de Berchery, Histoire des concepts psychiatriques. J'ai voulu démarrer mon étude sur la démence précoce là où lui s'était arrêté. C'est-à-dire, en général, la démence précoce est un peu survolée. Au fait, ça tourne ici? Oui. D'accord. Bon, bah, bonjour. Bonjour la caméra. Voilà, donc... C'est dans scène. Ah, merci. Parce que toi, c'est la première fois que tu vois le topo, hein. Bon, alors c'est un topo que je fais assez régulièrement, que ce soit à Strasbourg, qui est, comme on dit, dans la tradition universitaire, mon alma mater, parce que c'est là-bas que j'ai fait mon internat, que j'ai soutenu ma thèse. Après, je suis originaire de Bicêtre, quand même. C'est-à-dire que nous venons tous de Bicêtre, puisque c'est là où travaillaient Pinel et Puissant. Bon, il y a Salpêtrière aussi, qui a joué un rôle fondateur dans notre discipline. Mais voilà, donc j'ai fait ce topo-là aussi dans le cadre du DU d'histoire de la médecine de Descartes, qui malheureusement a pris fin cette année, pour des raisons un petit peu tristes, mais bon. En tout cas, voilà, ce topo, vous pouvez me poser ensuite plein de questions dessus, je vais essayer d'être court. Donc l'essentiel, je dirais, c'est peut-être de susciter en vous des questions qui pourront être, pourquoi pas, le début d'un travail de recherche à votre tour. Alors, voilà, je vais démarrer par les... Voilà. Ah, ok. Je vais démarrer par voilà, mes fonctions diverses et variées, on en a parlé tout à l'heure. Donc, je travaille en pédopsychiatrie, je suis psychiatre libéral, c'est-à-dire que je ne travaille plus à l'hôpital. J'ai quitté l'hôpital maintenant depuis... cette année, ça va faire 15 ans. Mais bon, je connais assez bien les hôpitaux. C'est pas parce qu'on a quitté l'hôpital qu'on est complètement détaché, hein, je vous rassure. Je peux dire aussi en tant que vice-président de l'Association française des psychiatres d'exercice privé que l'exercice libéral, il ne faut pas l'oublier non plus. Hein, c'est assez agréable de pouvoir être libre dans son exercice. Ça n'empêche pas de travailler par ailleurs ses méninges, de s'intéresser à plein de sujets, notamment en ce qui me concerne l'histoire. Alors, il y a mon mail aussi, si vous voulez me poser des questions par mail, c'est possible. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Après, ce qu'il y en a en réalité, ça, je sais pas. En tout cas, j'ai rien trouvé de spécial là pour aujourd'hui à vous livrer. Alors, voici donc le plan hein, de mon intervention. Je vais vous parler donc de la schizophrénie. Mais je vais vous mettre tout de suite dans le bain. La schizophrénie et la démence précoce ont parfois des significations synonymes. Alors c'est un petit peu mystérieux pour vous au stade de cette intervention, mais je vais essayer de détailler tout ça et on va essayer de comprendre ensemble, hein, parce que je suis loin d'avoir tout compris de ces enjeux-là. En gros, j'ai travaillé sur des sources il y a maintenant, effectivement, il y a presque 20 ans, il y a 20 à 15 ans. Une des difficultés pour la recherche que j'effectuais pour ma thèse, c'était que je devais m'appuyer. Alors, d'ailleurs, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui s'appuie sur des sources. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez trouver dans des livres d'où ça vient, etc. Dans ma thèse, je vous ai mis d'ailleurs les numéros de page des ouvrages d'où je tiens les informations que j'écris. Donc, il fallait retourner à une bibliographie ancienne. C'est-à-dire lire des textes dans des langues diverses et variées, en particulier le français, l'anglais et l'allemand, sous des formes qui n'existent plus vraiment aujourd'hui. C'est-à-dire que l'anglais a beaucoup évolué, l'allemand encore plus, et le français beaucoup, beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on arrive à lire sans difficulté des textes psychiatriques des années 1870-80. Dans les années 1850, c'est un peu plus difficile. Il faut vraiment se mettre dans une époque un peu
pré-hugolienne. Hein. Victor Hugo a beaucoup modernisé la langue. Il nous a donné notre langue sous sa forme actuelle, on peut dire, avec plein de simplifications dans nos propos. Mais bon, pour l'allemand, c'était vraiment beaucoup plus difficile que ça. Il y a une grammaire qui a été abandonnée depuis, beaucoup de mots qui ne sont plus utilisés, notamment dans la psychiatrie. Je devais travailler sur un très grand nombre d'ouvrages, c'est-à-dire à peu près 200 livres en même temps. J'ai dû traduire moi-même beaucoup de textes. Il y avait une problématique difficile, c'est que je devais parfois travailler sur des textes dont les exemplaires étaient soit pas du tout accessibles en France, soit il y a même des bibliothèques où les exemplaires avaient été perdus, c'est-à-dire ils avaient été volés dans la bibliothèque en question. Donc j'ai dû des fois faire des demandes pour avoir accès à des fonds de réserve, c'est-à-dire les endroits où on conserve les ouvrages, ou alors on conserve les derniers exemplaires uniques qu'on a dans le pays, par exemple. Je vais vous en parler d'un notamment, un texte assez connu dans le milieu de la psychiatrie dont nous n'avons aucun exemplaire en France. Mais qui a été heureusement recopié par une patiente à l'époque qui était hospitalisée à Sainte-Anne. Bon, bref, je vais pas m'attarder là-dessus, mais on fait des découvertes assez rocambolesques parfois. J'ai dû travailler donc sur plusieurs bibliothèques. À l'époque, tout n'était pas numérisé. Et puis, c'était sur un temps limité. Hein. Il fallait que je termine ma thèse, que je finisse mon internat. Et puis, donc, comment faire pour travailler sur tous ces textes en même temps, hein. On ne peut pas les mettre sur une table, les picorer dans l'un, on le referme, on va le ramener au bibliothécaire et ensuite on revient, etc. Donc, bah, je me suis débrouillé donc à numériser tous ces textes-là pour les avoir chez moi. Voilà, est-ce que j'avais le droit ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, à l'époque, il y a beaucoup de textes qui n'étaient pas encore accessibles en PDF. Maintenant, vous avez donc les bibliothèques Opal Plus, Gallica, ou bien Google, ou bien archive.org. Enfin, il y a certains sites spécialisés qui vous donnent maintenant accès à beaucoup de textes anciens déjà numérisés. Par contre, ils ne sont pas forcément traduits automatiquement. C'est pas forcément possible de les traduire automatiquement non plus parce que c'est pas forcément des PDF en format texte, mais des fois en format graphique. Alors, tout le monde parle de la schizophrénie dans les médias, quand on discute avec ses amis, etc. Beaucoup de non-spécialistes utilisent ce terme. Dans la médecine, ça correspond, comme dirait Garbet, hein, en incipit de son ouvrage, en reprenant Eugène Bleuler, il a dit: l'évolution du concept de la démence précoce constitue une bonne partie de l'évolution de la psychiatrie théorique en général. C'est-à-dire que la psychiatrie s'appuie beaucoup sur ce que c'est que la schizophrénie. Alors du coup, bah, qu'est-ce que c'est? C'est enseigné en fac de médecine, en fac de biologie, en fac de psycho, de sociaux, pourquoi pas en fac de lettres, hein, pourquoi pas, puisque moi je maintiens qu'il y a une littérature de la psychiatrie. Alors est-ce que c'est une littérature scientifique ou pas, hein, ça franchement ça mériterait un débat en soi. Est-ce que c'est une littérature tout court? Moi je soutiens que ça l'est. Alors je me fais houspiller par les vrais littéraires quand je dis ça, mais bon, on est là justement pas pour s'engueuler, mais pour débattre, hein. Voilà. Alors en France, la schizophrénie est connue traditionnellement par une description euh, assez développée qui se trouve dans les manuels de Henriet, que je vous invite à consulter à la bibliothèque Henriet de Sainte-Anne, qui se trouve pas loin d'ici, qui vient de rouvrir dans des locaux magnifiques. Et donc donc on rend hommage au travail des bibliothécaires qui ont tout remis en place, qui sont disponibles pour nous aider à fouiller dans tous ces ouvrages. Et puis donc vous avez dû probablement à un moment donné dans votre vie feuilleter le DSM et vous voyez que dedans il y a une espèce de définition très courte avec des items. Un item, je sais pas quoi, A1 ou B1, enfin ça change selon les éditions. Euh, Moi, je connais plutôt les troubles des conduites alimentaires dans le DSM parce que c'est moi qui les traduis en français. Mais c'est vrai que les autres chapitres, j'ai pas eu le temps de les lire. J'ai juste pas eu le temps. Alors voilà, j'ai trouvé que la schizophrénie était enseignée de manière assez rapide hein, dans les études de médecine et de psychiatrie en particulier, donc je voulais en savoir plus. Donc le mot schizophrénie est apparu en 1906 dans la tête d'un monsieur qui s'appelle Eugène Bleuler. Le premier article, rédigé en 1907, a été publié en 1908, et le premier ouvrage où il est
question de schizophrénie date de 1911. Schizophrénie, ça vient de schizein et phrénos, donc scission de l'esprit à partir du grec ancien. Bien sûr, c'est pas parce que c'est en grec ancien que le mot existait à l'époque de la Grèce antique, parce que ça, je l'ai entendu aussi. Ça a d'ailleurs été un des moteurs dans ma recherche, hein. Il y avait un de nos profs qui nous disait qu'il y avait un historien grec qui avait découvert la schizophrénie, il l'avait appelée schizophrénie 500 ans avant l'époque chrétienne, ce qui est faux, hein. Donc c'est un mot qui date de 1906. Et avant, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un terme en fait qui voulait dire à peu près la même chose, et ça s'appelait la démence précoce. Alors, ce texte de la schizophrénie, alors je mets tout de suite dans l'ambiance, ça s'appelle Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien. C'est-à-dire que le groupe des schizophrénies, au pluriel, a pour synonyme démence précoce, ou plutôt l'inverse. C'est-à-dire, schizophrénie, c'est un terme qui a été inventé pour ce livre, hein, par ce même Eugène Bleuler. Dementia praecox était un terme qui existait déjà dans la médecine, dans la psychiatrie, dans l'aliénisme, on peut dire, depuis déjà une soixantaine d'années, cinquantaine d'années, on va dire. Alors avant, personne ne savait ce que c'était la schizophrénie. Maintenant, plus personne ne sait ce que c'est que la démence précoce. Alors on va voir un petit peu quel est le passage. Cet ouvrage, hein, édité par Eugène Bleuler, fait partie d'un manuel de psychiatrie qui est assez vaste, qui fait à peu près 20 à 25 ouvrages différents, qui s'appelle le manuel de psychiatrie de Gustave Aschaffenburg. Alors, on voit de temps en temps comme ça le manuel d'Aschaffenburg. On a l'impression que c'est un manuel qui a été fait dans la ville d'Aschaffenburg, un peu comme les étoiles de Liège, qui a été fait dans la ville de Liège, ou bien l'échelle de Glasgow. Effectivement, c'est une équipe de Glasgow. Alors moi, j'ai essayé de chercher dans le service de psychiatrie de la ville d'Aschaffenburg, en Bavière, qui étaient les cliniciens brillants qui avaient fait ce manuel de psychiatrie. En fait, c'est pas ça du tout. C'est un monsieur qui est né à l'actuelle frontière française, du côté du Palatinat allemand, qui s'appelait Gustave Aschaffenburg, qui a fini sa vie ensuite aux États-Unis, qui est un grand spécialiste de médecine légale. Alors, ce n'est que la 4e section de la première moitié, hein, du manuel. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à lire dans ce manuel, des choses sur, on va dire, la bipolarité, le retard mental, je sais pas moi, les dépressions. Toutes les grandes entités sont traitées dans ce manuel, hein, publié à l'époque, hein, dans les années 1910-1920. Alors en français, comment ce texte est disponible? En 1964, Henriet, notre grand Henriet, avait sorti une traduction abrégée du livre édité par Ron Poulenc, dans des petits cahiers qui s'appellent Analecte, je crois, qui faisait une 50aine de pages, mais la traduction intégrale d'Alain Vialard n'est arrivée qu'en 1994, hein, vous avez vu, donc 30 ans plus tard. Donc on est combien là? 83 ans après la publication du livre en allemand, hein, donc effectivement la traduction intégrale est beaucoup plus longue, fait 10 fois la traduction abrégée. C'est pas du tout le même texte en gros. Alors le voici, on voit, ah bah oui, vous voyez. Voilà, donc vous voyez là le manuel de psychiatrie de Gustave Aschaffenburg, hein, qui était professeur à Cologne à l'époque, 1911. Alors le voici, Eugène Bleuler, il voulait moderniser l'expression dementia praecox. Il trouvait que c'était pas très pratique d'utiliser démence précoce. Bon, démence précoce, hein, dementia praecox, j'utilise les deux un peu indistinctement. Si on était vraiment hyper rigoureux, quand je parle des textes allemands, je devrais dire le mot en latin, mais j'ai pas envie. Je vais dire démence précoce tout le temps. Alors c'est un terme technique, schizophrénie, qui est là aussi pour souligner la centralité du mécanisme de cette pathologie, qu'on appelle la Spaltung en allemand. En français, on l'a appelé d'abord dislocation, et aujourd'hui, on l'appelle plutôt dissociation. Vous avez dû entendre ça dans vos études diverses et variées. Mais Spaltung en allemand, ça veut dire aussi clivage. Ça veut dire aussi fêlé, hein. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais c'était plus simple, hein, d'avoir un seul mot plutôt que deux mots différents, hein, démence précoce. Ça permet de le décliner, hein, plutôt que de dire démence précocienne, on va dire schizophrénique, quoi. Voilà. Donc c'est une manière de moderniser ce terme, démence précoce, qui était déjà là depuis un moment.
Alors, on va étudier donc, ce que c'est que cette démence précoce, comment elle s'est transformée en schizophrénie. Est-ce que c'est une maladie qui existe, on va dire comparable à la pneumonie, quoi, avec un agent pathogène, et puis une maladie dont on a les preuves anatomopathologiques? Ben, en fait, pas du tout. C'est une maladie qui est spécifique à l'être humain, parce que l'être humain il s'exprime verbalement, donc c'est à partir de là qu'on a constitué ce qu'on a appelé les symptômes. Donc c'est une maladie qui dépend aussi de son observateur et de la personne qui va l'interpréter comme telle. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était de faire une étude autour du vocable de démence précoce. À l'époque, quand j'ai travaillé sur ma thèse, donc il y a presque une vingtaine d'années, il y avait un truc qui était à la mode sur Internet, c'était les buzz. C'est-à-dire quels étaient les mots tendances. Voilà. Et donc je me suis dit, bah, quand je tape démence précoce, c'est jamais dans les mots tendances. Donc moi, je vais essayer de voir où ça apparaît dans la littérature psychiatrique. Donc je me suis mangé pas mal d'ouvrages. Et puis j'ai essayé de voir quelle était l'histoire de ce concept. Alors, l'histoire des concepts, c'est, on va dire, c'est une méthodologie où on étudie un terme, ce qu'il a pu signifier, pourquoi il a changé de signification, etc. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'étudier la maladie, c'est-à-dire faire une démarche nosologique, hein, et je ne voulais pas trop discuter la place de la démence précoce dans la classification, hein, je ne voulais pas faire une démarche nosographique, comme on dit. L'étude, par exemple, les études du DSM, on appelle ça plutôt une étude nosographique. Donc il y a une stabilité du terme de démence précoce, une stabilité du texte, mais bien sûr, il y a une, une grande évolution de la clinique, de la culture médicale. Euh, donc le signifiant est stable, mais le signifié est très variable en fonction notamment des époques et des auteurs, comme on va le voir. Alors, finalement, ma thèse fait partie du type de travaux qui s'appellent les critiques, c'est-à-dire essayer de retrouver le récit d'un vocable. Euh, Moi, je voulais effectivement être capable de raconter l'histoire de la démence précoce et donc de la schizophrénie. Cela dit, je vous ai dit tout à l'heure que je n'étais pas un historien professionnel, je ne prétends pas l'être. Et donc, une des différences dans la méthodologie entre les cliniciens et les historiens, c'est que nous, ce qui nous intéresse en particulier, c'est comment on va utiliser nos recherches dans la pratique clinique. Alors, c'est aussi une forme d'étude épistémologique, hein, mais en tant que clinicien, on se donne, on s'autorise à émettre certains jugements sur certains textes, sur certains concepts. Voilà, on aime bien donner notre grain de sel et essayer de peut-être de centraliser, de focaliser nos recherches vers une utilisation possible d'un point de vue clinique. Alors voilà, on va parler de ces différents psychiatres, comment ils ont parlé de leurs patients, comment ça a pu aider à organiser la psychiatrie. Alors au XIXe siècle, la psychiatrie ne ressemble pas vraiment à ce qu'il y a aujourd'hui. On va juste rappeler un petit peu très rapidement comme ça, voilà, les grandes figures de l'époque. Par exemple, deux Français qui sont du Sud d'ailleurs. Donc Pinel va détailler un premier texte sur la démence en tant qu'une espèce de maladie mentale en 1809 dans la deuxième édition de son traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale. Et ensuite, Esquirol, dans son manuel, en 1938, va proposer une interprétation de la démence en fonction de l'âge. C'est-à-dire qu'on a déjà là quelque chose qui préfigure l'idée qu'une démence peut être précoce. Mais il ne va pas en parler comme ça. Du côté des pays germaniques, on a deux personnages majeurs, selon moi, qui ne sont pas assez connus en France, mais qui sont très connus en Allemagne et en Autriche. Donc, l'Autrichien Feuchtersleben, qui a été le deuxième à utiliser le terme de psychose dans un de ses manuels. Il est connu pour un ouvrage aussi sur ce qu'il appelle l'hygiène de l'âme. C'était un best-seller de l'époque. Il dirigeait un journal très important de l'époque. Il a fait des études sociologiques, psychiatriques très intéressantes. Et puis Griesinger, à l'époque, sort un livre qui s'appelle Principes de la psychiatrie, qui a été traduit en français
et on y retrouve, dans sa manière de décrire les troubles mentaux, une manière de s'exprimer qu'on retrouvera par exemple plus tard chez Freud. Par exemple, les complexus du moi, etc. C'est Griesinger qui a inventé cette manière de parler des troubles mentaux. Alors, on a aussi deux autres personnages très intéressants. Donc, Kalbaum, qui dans les années 1860-74, autour d'une école qu'on appelle l'empirisme, va proposer une description des maladies mentales selon la symptomatologie psychiatrique, et notamment deux espèces de maladies mentales qui s'appellent la catatonie et l'hébéphrénie. Donc on va en reparler vite fait, hein, notamment l'interprétation de Kraepelin de cela, mais c'est le texte de la catatonie qui n'est pas disponible en France. On n'en a aucun exemplaire, sauf, je crois, à Sainte-Anne, il y a donc le manuscrit de Madame Erny, qui était une malade de qui? De Paul Guiraud, je crois, qui était hospitalisé en 1943. Donc c'est très très bien recopié, mais il manque quoi? Il manque 5 pages à la fin. Donc Alain Vialard a traduit, mais il n'a pas traduit les 5 dernières pages. Voilà. Et puis ensuite, deux personnages très intéressants dans l'histoire de la psychiatrie, la psychologie, la philosophie. Donc Wundt et Ribot, Wundt qui était allemand, Ribot qui était breton, français, qui ont mis au point ensemble une manière d'inventer un modèle expérimental en psychiatrie, c'est-à-dire d'ouvrir la voie à la recherche, une recherche qui se veut, enfin qui se voulait, qui se veut toujours d'ailleurs la plus objective possible, hein, si tant est que ce soit possible en psychiatrie. Alors voilà, on va commencer par ces maladies, ces nouvelles maladies mentales développées par Kalbaum, hein, donc la catatonie, la folie tonique en 1874, l'hébéphrénie, la folie juvénile, la folie des jeunes, Ébos, hein, étant la déesse de la jeunesse, et l'éboïdophrénie, que Kalbaum décrit comme une déviation de la normale. Donc les éboïdophrènes ne sont pas des malades, selon Kalbaum, ce serait plus de l'ordre des troubles de la personnalité, comme on dirait aujourd'hui. Alors, je vous ai parlé de ça, la symptomatologie clinique, et il va en déduire finalement une classification de la maladie mentale. Alors, vous voyez que lui, il a d'abord fait la classification avant de développer les espèces cliniques. Hein, donc, il a une démarche nosologique d'un côté et nosographique de l'autre. Hein, il a commencé par la nosographie et il a, au fur et à mesure, développé de plus en plus le contenu des descriptions cliniques. Alors, dans sa classification à Kalbaum, on retrouve des choses d'aujourd'hui. Hein, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui sont par contre complètement obsolètes. Hein, parmi les paraphrénias liées au développement biologique, on a l'hébéphrénia. Donc, il l'avait classé ici, les maladies de la puberté. On a aussi les monomanies, hein, qu'on va retrouver là dans les pamphrenies vésaniques, paralysie générale. Enfin, il essayait de rassembler tout ça comme il pouvait. La paranoïa, on la retrouve dans les vécordia, hein, les affections localisées idiopathiques post-pubertaires. Bon, il y a plein de trucs très intéressants. C'est pas très détaillé, mais c'est intéressant de voir qu'un texte aussi ancien puisse amener autant de termes qu'on a rencontrés soit avant, soit après. Hein, mais voilà, il ne faut pas s'arrêter à là. À l'époque de Kalbaum, mais un petit peu avant, la psychiatrie se développe. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de classifications qui étaient sur le marché, on peut dire. En France, la loi des asiles en 1838 va avoir un effet organisateur très important. On essaye de médicaliser les asiles, c'est-à-dire qu'on enferme les malades, c'est d'accord, mais au nom de la loi, probablement, hein, bien sûr, c'est ça que veut dire la loi de 38, mais au nom de la médecine aussi. Et par conséquent, les psychiatres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont devoir observer les malades dans les asiles, et donc, comment ils vont faire? Puisqu'ils n'ont pas assez de vocabulaire, on leur somme de développer une démarche scientifique, hein, avec cette phrase intéressante de Bénédicte Augustin Morel. Alors, c'est une phrase qui, je pense, est toujours actuelle. Hein. L'époque des améliorations ayant sonné, l'enseignement de l'aliénation va monter au niveau des autres branches de guérir, que l'étude de cette affection rentrera naturellement dans le cadre nosologique des maladies ordinaires.
C'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée comme ça que la psychiatrie va livrer ses secrets et sera une forme de neurologie domptée, mais je crois que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Alors, je vous ai promis de vous parler de la démence précoce. Revenons à nos moutons. Le premier à avoir utilisé ce terme de démence précoce, c'est Bénédicte Augustin Morel, un Français qui à l'époque travaillait à l'asile de Maréville à Nancy. Alors, il a un parcours intéressant lui-même. Donc, il a été au séminaire pour devenir prêtre au Luxembourg. Sa mère était autrichienne, son père était un soldat de Napoléon qui s'était promené par là-bas dans les années 1806. Et donc, en 1852, Morel parle d'une folie juvénile avec trouble de l'intelligence qui découlait d'un surmenage éducatif. Selon ses mots, une démence juvénile avec abrutissement, dont les causes ne sont pas très bien identifiées. Et en tout cas, ce qu'il esquissait dans cette première description, c'est que la survenue d'actes automatiques était plutôt un facteur péjoratif de l'évolution. Ensuite, en 1860, il va placer la démence précoce parmi la catégorie des folies héréditaires. Et c'est notamment dans cet ouvrage en 1860 qu'il va définir le terme de dégénérescence, un terme qui sera ensuite énormément utilisé dans la médecine, et tout particulièrement en psychiatrie. Alors aujourd'hui, c'est plutôt en neurologie, où on parle de démence dégénérative, etc. Mais ça, je dirais, c'est une histoire qui est déjà... ça n'a pas la même signification d'ailleurs, hein, puisque pour Morel, c'est la dégénérescence de l'espèce humaine. Il a une manière très particulière, dérivée d'une forme d'humanisme chrétien de l'époque. Alors, il a une manière de décrire les pathologies qui est très étiologique. Il dit, voilà, les pathologies viennent de tel truc dont je vais vous dire ce qu'il y a dedans, etc. C'est pas vraiment une description clinique comme on les a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est habitué je dirais, à avoir un catalogue de symptômes pour les pathologies. Bon, à l'époque, ce n'est pas du tout le cas. Alors voici ce texte. Donc c'est l'histoire d'un jeune qui monte à Paris sur recommandation de Lamartine, et puis il va tomber dans le dernier degré d'imbécilité et de la démence. Alors bien sûr, l'imbécilité à l'époque, c'est pas pareil qu'aujourd'hui, hein. C'était un terme médical, technique. Alors, si, je vais vous le lire parce que c'est assez... Bon, c'est un récit, hein. Il ne sait pas trop ce qu'il fait, en fait, Morel, quand il écrit ça, mais ça va avoir des conséquences assez incroyables, finalement, sur la psychiatrie, hein. Donc, il y a des individus qui, jeunes encore, étaient tombés dans le dernier degré de l'imbécilité et de la démence. C'était ordinairement des jeunes gens de la campagne, chez lesquels on avait pu remarquer des dispositions pour faire ce que l'on appelle leurs études. Le malheureux C est dans ce cas. Ses débuts furent on ne peut plus brillants. Encouragé par une lettre de M. de Lamartine, il vient à Paris, travaille dans un journal politique, mais son intelligence naïve avait été dirigée vers un but qu'elle ne pouvait plus embrasser avec cette force et cette persistance nécessaires dans les luttes actuelles de l'existence. C'est-à-dire, à l'époque, on avait l'idée que la ville était mauvaise pour l'esprit humain, notamment pour les jeunes qui doivent acquérir une robustesse que l'on connaît si bien à la campagne. Voilà. Bientôt, le doute et l'incertitude s'emparent de son esprit. Il s'aperçoit qu'il ne suffit pas d'avoir fait de brillantes études pour réussir dans le monde, et il ne tarda pas à devenir aliéné après avoir passé par toutes les péripéties de la misère. Plusieurs individus soutiennent avec courage les privations que la misère impose, et ils ne résistent pas à ces défaillances de l'esprit qui leur font voir le but qu'ils poursuivent dans un horizon trop éloigné pour l'atteindre jamais. Au premier moment de l'exaltation succède bientôt une dépression funeste, et les plus brillantes facultés ne sont pas un préservatif contre ces causes déprimantes qui conduisent sourdement et presque sans transition à la démence juvénile. Malheureusement, la cause que je signale ici tend tous les jours à prendre une extension plus grande. Le système d'éducation qui régit la génération actuelle n'est propre qu'à développer des intelligences qui ne pourront pas atteindre leur maturité, et une foule d'infortunés jeunes gens ne recueilleront sur l'arbre de la science que les éléments de leur mort intellectuelle et morale. À côté de ces démences précoces, voilà, je dis ça, de ces types d'imbécilité consécutive, nous avions encore d'autres individus difficiles à classer parmi les simples d'esprit, mais qu'il me suffira de dépeindre en peu de mots pour que le lecteur leur assigne la place qui leur revient naturellement dans l'échelle des êtres pensants.
Voilà, c'est comme ça qu'on faisait une description clinique en 1852. C'est pas vraiment le même discours qu'on a aujourd'hui, c'est pas vraiment le même phrasé. Hein, je vous mets là que c'est une description assez mondaine, littéraire, presque sociologique. Alors, l'imbécilité consécutive, ça correspond à des troubles du langage et une productivité réduite. C'est-à-dire c'est mieux que les idiots, mais c'est moins bien que les simples d'esprit. Donc il y a tout un tas de classifications, on va dire des retards, des déficiences mentales. Voilà, bon, c'est les termes qu'on utilisait à l'époque. Imbécilité consécutive, ça veut dire qu'il y a une chute des capacités. Alors 1860, on a une autre occurrence du terme de démence précoce. Hein. Voilà, le manque absolu, l'éducation, la direction vicieuse, nanana, sont autant de circonstances qui agissent d'une manière funeste sur le cerveau des enfants et déterminent une démence précoce. Alors en fait, il y a au fur et à mesure une manière pour Morel de placer la démence précoce dans des différents chapitres, et notamment, il va ranger les démences précoces dans les folies héréditaires, mais parmi les dégénérescences de l'ordre physiologique, hein, aux côtés de la surdimutité. C'est-à-dire que il va utiliser ce terme à nouveau. Il y en a qui disent qu'il a utilisé démence précoce un peu par hasard, et ensuite on en a fait tout un plat, comme si c'était une entité clinique en soi, mais Morel, à l'origine, paraît-il, ne voyait pas ça comme une pathologie en soi. Alors, il mettait en garde un peu, enfin, de manière, dans une idée comme ça d'hygiène mentale, qu'il fallait pas que les monomâles et les hypochondriaques aient des enfants, parce que au fur et à mesure des générations, les enfants vont avoir une démence précoce. Hein. Outre les perversions des sentiments, se distinguent par une faiblesse intellectuelle plus grande, par une tendance à délirer d'une manière plus générale, et il n'est pas rare de les voir tomber dans une démence précoce. Donc on a l'impression comme ça qu'il y a une aggravation des tableaux psychiatriques de génération en génération, et si on n'y prend pas garde, si on oublie l'humanisme qui voudrait qu'un monomane puisse avoir des enfants avec quelqu'un qui n'est pas hypochondriaque. C'est-à-dire ça, c'est on va dire le type de bienveillance que Morel prenait. Hein. L'idée étant que pour lutter contre la dégénérescence, il fallait faire œuvre de régénération. Hein, c'est-à-dire essayer un petit peu de sortir les malades du ghetto psychiatrique. Et puis, ben, si des malades psychiatriques ont des enfants, ben, ils vont avoir des maladies de plus en plus graves. Mais la maladie la plus grave de toutes, la toute dernière, c'est la démence précoce. Voilà. Et notamment une description clinique hein, d'un adolescent qui a un développement intellectuel harmonieux. C'est assez rigolo parce qu'il connaît la famille de cet adolescent. Hein, qui dit que sa grand-mère était à l'hôpital, elle était aliénée. Sa mère était aliénée, la grand-mère excentrique. À un moment donné, cet adolescent, il perd sa gaieté, devient sombre, taciturne, et il a une tendance à l'isolement. Là, il a 13-14 ans, hein, c'est déjà de la psychiatrie de l'adolescence. Et puis, il développe une haine pour son père, portée jusqu'à l'idée de le tuer. À l'époque, Morel, il appelle ça une dépression mélancolique. Aujourd'hui, on n'appelle plus ça comme ça. Mais le monde a beaucoup changé hein, depuis, évidemment. Alors, le traitement de référence de l'époque, c'est bien sûr l'isolement en institution hydrothérapique. Je vous conseille d'ailleurs le livre de Michel Kerr sur les traitements de la folie, notamment au 19e, 20e siècle. On va voir que, bah, évidemment, quand on lit ces textes-là, à l'époque, la partie thérapeutique est assez réduite, mais bon, je dirais qu'il y a tout à découvrir hein, quand on démarre des études historiques. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette institution? Une évolution de cette pathologie. Il oublie progressivement tout ce qu'il a appris. Ses facultés intellectuelles si brillantes subirent un temps d'arrêt très inquiétant, une espèce de torpeur voisine de l'hébétude. On retrouve ce hébéphrénie plus tard. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la transition fatale à l'état de démence précoce qui est en train de s'opérer. On observe une immobilisation soudaine de toutes ses facultés. Hein, et le jeune a atteint le terme de la vie intellectuelle dont il peut disposer. Et puis, comme ça, il nous dit, il est alors désigné sous le nom d'imbécile, d'idiot. Ces tristes représentants des dégénérescences dans l'humanité forment la 4e classe de nos folies héréditaires. Bon, c'est quand même pas très gentil, mais bon,
cas, il a essayé de faire de son mieux pour comprendre les pathologies mentales de l'époque. Il y avait une forme d'impuissance quand même dans ce qu'il pouvait proposer dans les asiles à l'époque. Et il fallait essayer de trouver des causes qui pouvaient avoir peut-être une apparence scientifique. En tout cas, Morel a eu un grand succès autour de ses travaux. Et cette idée de démence précoce a été très étudiée dans tous les asiles de l'époque, dans les facultés. Alors, pour qu'il y ait une faculté de médecine et un enseignement de la psychiatrie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un professeur. Et en France, à l'époque, on n'en avait pas. Alors, c'est dans le bâtiment d'à côté qui a été créée la première chaire de psychiatrie en France. Non, je dis une bêtise, la deuxième chaire de psychiatrie en France, que le premier professeur officiellement, c'était à Strasbourg. Voilà, je vous renvoie à des articles strasbourgeois récents qui ont fêté la première nomination d'une chaire de psychiatrie. Non, Strasbourg française, avant l'annexion. Si. Il y avait, si, c'était, comment il s'appelle, Dagonet. Jules Dagonet, le premier professeur. Après, bon, c'était plutôt de la psychiatrie de liaison. Il n'avait pas de lit, il n'avait pas de service. Mais bon, il avait des fonctions universitaires. Et puis ensuite, il y a eu l'annexion. Strasbourg est passé du côté allemand. Dagonet a dû venir en France de l'intérieur. Et le professeur de Strasbourg a été, lors de l'annexion, Richard von Krafft-Ebing, qui était connu pour ses travaux sur les perversions sexuelles. Et ensuite, il a été nommé à Vienne. Et donc, il n'y avait plus vraiment de chaire. À Paris, la création de la chaire de 1877. Donc, on a préféré la donner à un neurologue qui s'appelait Benjamin Ball, qui était un élève de Moreau de Tours à la Salpêtrière. Enfin, je passe rapidement là-dessus. Il y a des tas de choses à lire passionnantes. Michel Kerr vous en dira plus dans différentes interventions. Et donc, il y a dans un texte de Gautier en 1883, une étude de 13, donc Georges Camille Gautier, une étude de 13 cas cliniques de démence précoce. Alors, il décrit une phase chronique avant l'apparition d'une démence, c'est-à-dire une dégradation des facultés intellectuelles, avec développement progressif d'une impulsivité et d'une incohérence. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que la mémoire de ces malades est conservée. Ça, c'est quelque chose qu'on a encore dans nos descriptions de la schizophrénie. Par contre, les malades de Gautier conservent leurs sentiments. Alors, il a été décrit ultérieurement plutôt une indifférence affective chez les malades schizophrènes. Alors, sa thèse est disponible à la Bibliothèque interuniversitaire de médecine. N'a pas été rééditée, de toute façon. Voilà. Donc, il fallait vraiment fouiller pour trouver ce texte. Ensuite, la démence précoce passe en Allemagne. Et donc, à l'actuelle frontière allemande, la frontière était entre les Vosges et l'Alsace, à l'époque, en 1886, mais près du Rhin, il y a une ville qui s'appelle Aachen. Dans cette ville, il y a un asile qui s'appelle Illenau. Et là-bas, il y avait un séminaire d'enseignement de la psychiatrie qui était très apprécié. Schüle et son copain Richard von Krafft-Ebing faisaient cours là-bas. Et des internes, des étudiants en psychiatrie venaient presque de toute l'Allemagne pour suivre ce séminaire. Alors c'était assez facile d'accès parce que c'était sur l'axe Francfort-Bâle. Il suffisait de prendre le train. Le train était déjà assez rapide, donc en une demi-journée, ils pouvaient se rendre. Donc c'est à peu près au niveau de Strasbourg, c'est à 30 km de Strasbourg. Donc Schüle décrit la démence précoce à sa façon. Une façon qui est inspirée par Kalbaum. Je vous ai parlé de Kalbaum tout à l'heure, qui avait parlé de catatonie, d'hébéphrénie, et qui décrivait les maladies mentales avec une symptomatologie clinique qu'on dit médico-empirique. Donc Schüle applique ce modèle de description de la maladie mentale à la démence précoce, et il lance deux hypothèses pour l'étiologie de la démence précoce. Soit il s'agit de la terminaison, c'est-à-dire l'évolution terminale d'une psychose sans lésion cérébrale, ou bien il s'agit d'une maladie cérébrale qui s'appelle la névrose. À l'époque, on considère que la névrose a un soubassement organique. C'est évidemment plus comme ça qu'on voit les choses depuis Freud, mais Freud, c'est 1895. Donc, l'hypothèse organique de l'origine de la démence précoce de Schüle, c'est la névrose qui, à l'époque, était considérée comme un trouble héréditaire
dégénératif, donc dégénératif de l'espèce humaine, etc., et hystérique. Voilà, donc c'est un petit peu surprenant quand on lit ça comme ça, mais bon, à l'époque, on essayait de comprendre, de ranger, de classifier. Alors moi, à l'époque, j'ai dû traduire ce texte à partir de l'allemand, mais entre-temps, il a été numérisé. Il y a un exemplaire qui existe à la bibliothèque Sainte-Geneviève, qui est assez difficile d'accès. Il faut demander au conservateur pour 33 semaines, il faut payer 15 euros, etc. Et le rendre dans les 20 minutes ou au bout d'une heure ou deux. Enfin, actuellement, il est numérisé. Voilà. Donc, vous pouvez lire Schüler en français. C'était traduit justement par Dagonet, notre fameux premier professeur alsacien, finalement, en français. Ensuite, la démence précoce revient en France et au congrès national, non, au congrès des neurologistes et psychiatres de langue française, c'est CPNLF, donc c'est le congrès des psychiatres et neurologistes de langue française, au congrès de Rouen en 1890, Charpentier, qui était d'ailleurs d'origine alsacienne, nous propose une nouvelle classification, en tout cas de sous-types de démence précoce. Alors il y en a certaines qui sont juste citées, en fait elles sont toutes citées comme ça assez rapidement, jetées à la postérité. Celles qui vont nous intéresser le plus, c'est pas les formes syphilitiques, paralysie générale, c'est un petit peu, on va dire, c'est plus trop notre monde, mais bon, les démences précoces idiopathiques et pubertaires, hein, qui développeraient spécifiquement des troubles du jugement, ça je trouve ça intéressant qu'à l'époque, voilà, quelque chose d'idiopathique avait son propre sous-chapitre. Enfin, voilà. Et donc Charpentier dit, voilà, il y a des cas de dégénérescence parmi les démences précoces, il s'agit peut-être d'une autre démarche, hein, donc on voyait ça aussi chez Schüler, donc les démences précoces dégénératives et non dégénératives, hein, une psychose sans lésion. Charpentier a un petit peu de cet avis quand même. Mais le grand tournant, ça va être en 1891, un professeur de neuropsychiatrie en Autriche, dans la ville de Prague, puisqu'à l'époque, Prague, bah, c'est en Autriche. Voilà. Donc, je vous ramène à beaucoup de textes sur le sujet, mais c'était l'Autriche-Hongrie. Et Arnold Pick nous présente 3 cas cliniques avec une description un petit peu à la Kalbaum, avec beaucoup de symptomatologie. Il nous présente l'évolution déficitaire de ces 3 cas cliniques. Il y en a 2 d'ailleurs qui sont frères et sœurs. Et il va dire qu'il faut abandonner la réflexion autour de la dégénérescence dans la démence précoce. Il faut abandonner aussi la phrénologie. Vous savez, l'étude des bosses du crâne, c'était une forme de scanner cérébral de l'époque. Hein. Voilà, il faut abandonner ça. Et par contre, il faut ranger la démence précoce parmi les psychoses. Et puis, il termine son texte en disant que la démence précoce englobe la catatonie et les béphrénies. C'est-à-dire que la catatonie et les béphrénies sont des formes modifiées de démence précoce. Voilà. Donc ça, c'est un texte qui est vraiment très intéressant, qui fonde vraiment la démarche de la schizophrénie. Actuellement, bien sûr, les formes de schizophrénie, bon, bah, finalement, ça vient de ce texte-là, et on doit ça à Pick. Alors bien sûr, vous avez entendu parler de Pick pour les démences de Pick, démences frontales, avec gloutonnerie, désinhibition, etc. Voilà. Pick était aussi membre étranger, je crois, de l'Académie de médecine de Paris. Hein, voilà. Alors voilà, on va maintenant moderniser la démence précoce avec ce fameux personnage de Émile Kraepelin, dont je vais vous parler à partir de maintenant. Donc voici la carte de l'Europe de l'époque. Donc Strasbourg est en Allemagne ici, frontière de 1870. Voici où habitaient tous les personnages dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Hein, donc, par exemple, Griesinger avait travaillé en Égypte, il avait fait un traité de maladies tropicales. Alors, à l'époque, il s'intéressait à plein de choses. Hein, on n'était pas forcément que psychiatre, c'était pas une spécialité qui était encore très délimitée. Mais bon, je voulais vous mettre un peu de contexte géographique, hein, parce que j'adore ça surtout. Alors voilà, Émile Kraepelin, il va naître au nord de Berlin. Hein, Berlin se trouve là. Il va naître dans la ville de Strelitz, dans un petit grand-duché de Mecklembourg, hein, à une centaine de kilomètres de Berlin à peu près.
Son père est comédien de théâtre, il est alcoolique, donc Kraepelin sera toute sa vie extrêmement opposé à l'alcool. Il fera partie des ligues anti-alcooliques, un peu comme on voit dans Lucky Luke. Hein. Bonjour. Et puis il va faire ses études de médecine à Leipzig à partir de 1874. Hein, donc il naît en 1856, c'est la même année que Freud. Pour la petite histoire, ils étaient un peu des alter-ego. Il y en avait un, c'était le spécialiste de la psychanalyse, et puis lui, c'était le grand pape de la psychiatrie. Alors, il va rencontrer Wilhelm Wundt, qui est à l'époque un grand médecin qui enseigne aussi en faculté de philosophie, hein, donc un grand esprit humaniste de l'époque qui va marquer tous ses travaux. Il va aller à Würzburg, puisqu'à Würzburg, il y a un service qui accueille des aliénés depuis le 16e, 17e siècle. C'est vraiment le tout premier service en Allemagne. En France, on avait certains endroits qui avaient comme tradition d'accueillir les personnes qui avaient des troubles mentaux. Bon, c'était pas très médical, tout ça. Il y avait eu des articles, notamment sur un service dans le Pont-Avenais-Saint, les petites maisons. Bon. Mais à l'époque, ces spécificités locales n'avaient pas fait florès, c'était pas devenu des disciplines médicales, hein, comme ça peut l'être aujourd'hui. Donc à Würzburg, il va rencontrer Konrad Rieger, qui a appris, qui a été au contact de Kalbaum en Prusse. Il va lui apprendre donc la manière médico-empirique de décrire les maladies mentales. Ensuite, depuis Würzburg, il va continuer sa marche vers le sud, vers Munich. Il va être nommé assistant chez Bernard Guden à Munich. Guden était notamment un proche de Bénédicte Augustin Morel, hein, donc, qui a créé le terme de démence précoce, et voilà, voilà, je vais vous en reparler. Alors ensuite, il va finir ses études, il va chercher un poste de recherche du côté de Leipzig, mais Wundt ne peut pas l'accueillir dans son laboratoire. Il va trouver un poste universitaire à Leipzig dans un service spécialisé en neurologie, en particulier en électroneurologie. C'est-à-dire que Herb, c'est celui qui a inventé l'électromyogramme. Hein, il va prendre Kraepelin comme private docent, c'est-à-dire enseignant universitaire indépendant. Le private docent, il fait un peu comme moi, il enseigne à l'université, mais il se fait payer par les étudiants. Hein. C'est ceux qui émargent, il devait donner un petit billet à l'enseignant private docent. Mais je vous rassure, ça n'existe plus en France. Par contre, en Allemagne, ce statut existe toujours, mais je ne crois pas qu'ils ont la petite cagnotte qui va avec. Ils ont une fiche de paye qui est... Bon. Ils ont le droit, par contre, d'avoir un cabinet libéral à côté. Voilà, pour en parler si vous voulez. Alors, il a un premier poste de private docent, un grade en fait, c'est un grade parmi les médecins. Et puis, finalement, il trouve un petit poste à Munich chez Guden à nouveau, et il va écrire à cette occasion, en 1883, son premier abrégé de psychiatrie qu'on appelle le Compendium. Ensuite, il va se marier, et puis sa femme lui dit « Ouais, il faut que tu gagnes plus de sous, alors il faut trouver un poste de médecin-chef. » Alors, il y a une abbaye cistercienne sur le bord du fleuve Oder, à l'époque dans la région de Silésie, qui était allemande. Aujourd'hui, c'est une région qui est polonaise. Et il y avait, je crois, 4000 patients. Et à l'époque, les psychiatres étaient payés à la capitation, c'est en fonction du nombre de patients de l'hôpital où ils travaillaient. Donc c'était plutôt intéressant. Alors vous voyez, là on voit 4 étages. Mais alors figurez-vous qu'on y est allé avec ma femme, qui est là-bas. Et en fait, il y avait même des demi-étages. Hein, dans l'abbaye cistercienne, ils avaient fait des planchers intermédiaires. Et il y avait du monde partout. Enfin, c'était une sorte de ville. C'était infernal. Alors, actuellement, c'est complètement en ruine. Ils veulent en faire un centre de congrès internationaux, voilà, pour que Elon Musk vienne faire des conférences, tout ça. Mais bon, c'est un endroit assez hallucinant. C'est effectivement un bâtiment gigantesque. Alors, il va s'amuser un petit peu là-bas, mais il va prendre un peu peur de ce que veut dire voilà, la réclusion des malades, la surpopulation. Et puis, finalement, il trouve un poste de médecin-chef à Dresde. C'était un petit peu mieux. Il change de look. 85. Et puis, finalement,
il trouve un premier poste de professeur, alors professeur à titre temporaire, mais c'est pas en Allemagne. Par contre, c'est une faculté qui parle allemand, donc une université germanophone qui se trouve en Russie. Actuellement, c'est en Estonie, hein, dans la ville russe de Dorpat, c'est-à-dire la ville actuelle de Tartu en Estonie. Voilà. Donc il faut suivre, hein. Donc les syndromes changent de nom, mais les villes aussi, les pays aussi, je vous rassure. Donc c'est vrai qu'il faut tout tellement remettre dans le contexte que ça peut être un peu compliqué, hein, de travailler sur autant de- de- d'endroits et sur cette période de l'histoire aussi. Alors voilà, il part en Russie, il va continuer son manuel. Le compendium va devenir officiellement le manuel de psychiatrie en 1889. Il va faire notamment une description de la paranoïa qui va être très appréciée, va être repris vraiment dans toute la médecine européenne, donc mondiale, hein, à l'époque. Euh, et puis il va être vraiment très très connu. Alors du coup, il va revenir en Allemagne. Son ami Bonhoeffer le propose pour être son successeur dans la prestigieuse faculté de Heidelberg, hein, vraiment une ville à visiter. Là-bas, il y a même un musée de l'art des fous, hein, le musée Hans Prinzhorn. C'est un truc qu'il faut voir. Bon, malheureusement, c'est fermé l'été, malheureusement. Donc, il faut y aller en saison, hein, pas hors saison. Bon, une ville magnifique où il y a un campus gigantesque, hein, peut-être le campus le plus prestigieux d'Allemagne, hein. Donc là, je dirais, il est bien installé. Il prend comme assistant deux personnages que vous connaissez certainement. Alors lui, peut-être moins. Est-ce que... Allez, si, je vais vous dire son nom sans vous faire deviner. Donc c'est Franz Nissl. Donc c'est lui qui a décrit les corpuscules de Nissl, hein, dans les neurones, tout ça. Et puis à côté, par contre, celui qui a des lunettes, est-ce que vous voyez qui c'est? Est-ce que vous vous rappelez comment il s'appelle? Je vais vous aider. Son prénom, c'est Aloïs. Vous vous souvenez? Bon, allez, Alzheimer. Voilà. Alors, il continue, hein, son manuel. Voilà. Et puis, quatrième édition de son manuel, 1893, 10 pages, 10 pages pour un chapitre qui s'appelle Démence précoce. Alors, le chapitre va changer enfin, c'est un petit chapitre qui va être mis dans tel ou autre grand chapitre. Bon, de 10 pages, on passe à 77 pages. Et puis, voilà de quoi il s'agit. Quatrième édition, 10 pages. Donc il y a la démence précoce, il y a deux formes, une forme modérée, une forme sévère qu'il appelle hébéphrénie. C'est-à-dire que quand ça arrive d'autant plus précocement dans la vie, chez les adolescents, ben, plus c'est tôt, plus c'est grave, hein, voilà. Euh, il décrit comme ça un développement d'une incohérence des pensées avec une indifférence et une obtusion, c'est-à-dire des troubles cognitifs en fait, hein, qu'il appelle la démentification. En allemand, on appelle ça Verblödung. Donc dans ma thèse, j'avais mis démentisation, mais il existait déjà un terme de démentification. Je pense que vous n'avez jamais entendu ce terme dans la psychiatrie française, mais par contre, en allemand, à l'époque, en tout cas, c'était constant. Vraiment, dans tous les articles de psychiatrie, il est question voilà, de cette chronologie de l'apparition crescendo des troubles cognitifs. Aujourd'hui, c'est plutôt mal vu, hein. Faire bledon en allemand, c'est plus devenir débile, quoi. À l'origine, c'était pas ça, c'était un terme scientifique. Donc la forme sévère mène à l'affaiblissement apathique. Il y a aussi une autre pathologie à côté, hein, qui s'appelle la catatonie, et une invention de Kraepelin, la démence paranoïde, qui mène à un affaiblissement incohérent ou bien apathique. Et ces trois entités sont à l'intérieur des processus psychiques de dégénérescence. Donc là, on voit bien qu'il s'est inspiré d'Arnold Pick, mais il l'a pas complètement écouté, il a gardé l'idée qu'il y a une dégénérescence, hein, qu'il y a une organicité, la démence précoce, avec une atrophie active cérébrale. Hein, 10 pages. Ensuite, dans la cinquième édition, il va détailler un petit peu tout ça. Ce coup-ci, la démence précoce fait partie des processus démentiels à l'intérieur des maladies métaboliques. Hein, donc, il postule qu'il y aurait une hormone qui, comme dans la paralysie générale, bon, maintenant on sait que c'est
c'est un agent infectieux. Hein, euh, comment ça s'appelle? Non, c'est pas le tréponème. Si? Tréponème, bah oui. Tréponème. Je me suis dit, je confonds avec paludisme, en fait, non. Donc, le crétinisme, c'était d'ailleurs Morel hein, qui avait décrit les formes psychiques du crétinisme, avec notamment la guérison du crétinisme par l'administration d'iode. Hein, cette fameuse histoire des crétins des Alpes, tout ça, c'était à l'époque Morel qui avait fait des grandes publications là-dessus. Et puis la folie myxédémateuse, bien sûr, donc l'hypothyroïdie qui peut mener à des troubles cognitifs. Hein, et donc dans ce chapitre-là, vous avez la démence précoce. Alors il développe des idées euh, théoriques hein, là-dessus. Donc il dit que pour lui, ce n'est pas consécutif au processus de puberté, c'est probablement une auto-intoxication hormonale. Hein, et ce coup-ci, il va complètement éliminer la dégénérescence. Il va nous dire qu'il y a des passages de la démence précoce à la catatonie. Hein, on peut passer de là à là. Hein, il y a une forme d'évolution possible de l'un à l'autre. Alors, je vous avais dit tout à l'heure qu'on reparlerait de Bernard von Guden. Voici donc Alzheimer, Kraepelin, Gaupe et Nisle, donc au Starnberger See en 1906. Et nous sommes 20 ans après 1886. Alors, est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 1886 à la Starnberger See? Alors, je sais qu'il y en a quelques-uns qui savent. Hein. Mais bon, il faut avoir ça en tête, parce que c'est vrai que finalement, c'est une date importante. Je dirais que peut-être que ça a contribué à faire de la psychiatrie une discipline médicale dont il faut s'intéresser de près quand même. Même si c'est un peu bizarre, même si c'est un peu pas très scientifique, etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est que vous avez Louis II de Bavière, hein, là, quand il était jeune, là, c'est quand il était un peu plus vieux. Vous voyez, il a changé hein, entre-temps. Donc, il avait développé des troubles mentaux assez importants. Bon, il y avait des troubles psychiatriques en soi, mais il y avait plein de problèmes avec ce type. Il voulait pas faire la guerre. Au début, il était frileux au fait de se réunir au reste de l'Allemagne, hein, le fameux tableau de Versailles où les Prussiens rassemblent tous les Allemands, etc. Bon, Louis II de Bavière était difficile, mais il avait des troubles mentaux et à un moment donné, il était question de le destituer. Et Bernard donc von Guden, qui a été au cours de sa carrière comme professeur à Nobly, a dirigé une expertise psychiatrique, notamment avec Morel. Morel était un des experts d'une équipe internationale. Et puis, Louis II, à un moment donné, a proposé d'aller se promener autour de ce lac. Et puis finalement, il l'a probablement étranglé. En tout cas, von Guden s'est noyé. Et puis ensuite, le roi s'est suicidé, tel Lohengrin dans le lac, parce qu'il était fan d'opéra, bien sûr, le château de Neuschwanstein, tout ça, Herkimsee, Frauenkimsee, enfin, il avait des folies architecturales et un goût de l'art immodéré. Mais l'histoire retiendra que Louis II de Bavière est mort avec, entre guillemets, son psychiatre. Alors paraît-il qu'il avait coordonné l'expertise, mais il n'avait pas vraiment rencontré son patient, on pourrait dire. Est-ce que quand on est expert, on peut parler de patient? Ça, c'est une autre question. En fait, normalement, non. On examine quelqu'un. Mais en gros, il y a des théories que Louis II trouvait que la démarche de destitution dont il avait compris la portée était inconvenante. Et il a préféré y mettre fin de cette manière, un peu légendaire, on peut dire, hein, veut dire à la mesure du personnage et de son goût pour les opéras wagnériens, bien entendu. Donc ça, c'était 1886, hein, puis ensuite, donc sixième édition de la démence précoce à Munich en 1899. On l'appelle l'édition classique parce qu'elle a eu un succès très important. Donc là, Kraepelin distingue la démence précoce de la folie maniaco-dépressive. Donc on peut appeler ça la première dichotomie. Il dit que la démence précoce est une maladie unique. Donc ce coup-ci, il y a un propre chapitre hein, pour la démence précoce. Il n'est plus dans l'endocrino ou dégénérescence, tout ça. Et il annonce le début d'une étude pronostique avec des statistiques précises, hein, la série de Kraepelin dont je vais vous reparler. Alors il dit qu'il existe des symptômes fondamentaux qui sont constants
dans les démences précoces, mais il existe aussi des symptômes accessoires qui définissent donc 3 formes cliniques différentes de démence précoce, selon une répartition statistique. On peut passer de l'une à l'autre, ça dépend du type de symptômes que l'on présente. Voilà, donc vous connaissez ces 3 formes, hein, bien sûr, l'hébéphrénie, la catatonie et les formes paranoïdes. La catatonie, pour lui, c'est un trouble qui est non organique, hein. On trouve aujourd'hui, dans les publications récentes, qu'on a l'idée que c'est quelque chose de neurologique, hein. Bon, en tout cas, Kraepelin, en 1899, nous dit non. Selon lui, ce n'est pas le cas. Bon. En tout cas, ce sont des théories, hein, qui sont présentées. Un trouble primaire des initiatives motrices, des actions de tendance contraire, voilà. Alors, avec toujours la même chose, hein, l'hébéphrénie, c'est chez les jeunes, donc c'est forcément sous-diagnostiqué, hein. On trouve ça à chaque fois. Donc, quand c'est sous-diagnostiqué, c'est jeune, donc il faut faire du dépistage précoce. Bon, ça, franchement, ça fait 150 ans qu'on en entend parler. Donc, vous inquiétez pas, quand vous entendez ça, c'est un classique de la psychiatrie. Ça a à voir un petit peu avec le rapport avec les autorités, la santé publique, comment on essaye de la faire entrer dans la psychiatrie, comme dans les autres spécialités. On essaye. Et alors, dans les formes paranoïdes, il va y rajouter donc les délires chroniques et les paranoïas fantastiques, ce qui va être contesté, hein, notamment par les Français. On va voir ça un peu plus tard. Comment? Ouais, un quart d'heure, quoi. Alors ensuite, il part à Munich. Il va continuer son chapitre, hein, sur la démence précoce pour atteindre 300 pages. Et son 3e poste de prof, il va prendre sa retraite là-bas. Il va y avoir plusieurs bustes à son effigie. Il va mourir à Munich en 1926. Ici, vous avez donc une de ses petites filles. Il y a une étude très intéressante qui va être menée là-bas par un de ses assistants qui s'appelle Corbinian Brodmann, c'est-à-dire les aires cérébrales, notamment l'aire numéro 3 d'association. Hein, voilà, c'est la cartographie de Brodmann qui a été faite à Munich sous la supervision de Kraepelin. Donc, à partir de ses travaux, de toutes ses préparations, à Munich, il a accès à un maximum de moyens de recherche, beaucoup d'anatomopathologistes. Il va obtenir également de disposer d'un service qui applique le non restreint, comme on l'a vu la dernière fois, la dernière séance avec Laurence Dubois, c'est-à-dire que les malades ne sont pas enfermés, il n'y a pas d'hospitalisation sous contrainte dans son service. En 7e édition, il finit de rédiger cette version dans le train, parce qu'il partait en Indonésie voir son frère, qui était biologiste. À son retour, il va faire son discours d'inauguration de professeur à Munich. Hein, donc, c'est assez rigolo, quoi. Fini, il poste son manuscrit à la gare de Zurich, puis il va prendre le bateau à Trieste, puis ensuite il va passer le canal de Suez, il va en Indonésie, il fait une escale à Singapour, il va rencontrer des malades, et puis il va rajouter ensuite il va écrire, hein, sur son expérience en Asie. Voilà, en tout cas, juste avant donc, de partir en Asie, il fait cette 7e édition. Il dit que voilà, c'est pas fini, il va continuer à Munich. Il va rajouter des notions philosophiques, hein, notamment autour de la perte de l'unité intérieure de la personnalité. C'est-à-dire que l'intelligence, l'humeur et la volonté vont se dissocier, hein, enfin, se disloquer. On va voir ça plus tard. 1913, donc la dernière édition de la démence précoce, Munich. Il annonce différentes choses. Par exemple, il va détailler 8 formes de démence précoce. Il va proposer donc une 2e dichotomie, c'est-à-dire d'un côté la folie maniaco-dépressive, la démence précoce et les paraphrénies qui vont être exclues de la démence précoce. C'est-à-dire que dans les paraphrénies, on maintient le moi, alors que le moi dans les démences précoces est détruit. C'est un texte qui fait 300 pages, qui est très riche cliniquement. Il va nous proposer des hypothèses cliniques sur le langage. Il va y avoir des hypothèses anatomopathologiques. Il va détailler un peu plus le traitement par l'alternance de packs humides et de bains, la fameuse hydrothérapie. Et il va critiquer donc le texte de Eugène Bleuler qui s'appelle La schizophrénie et qui est sorti 2 ans avant. Alors là, on va passer rapidement. Mais il y a donc il y a 8 formes cliniques de démence précoce. Hein, chacune a sa spécificité. Il dit que
par exemple, pour la conception de la folie tonique, la catatonie de Kalbaum, ce qui est... bon, en gros, il émet des critiques sur ce qui a été écrit précédemment. Alors là, il va rajouter Java, par exemple, hein, les formes de démence agitée, c'est chez les peuples colonisés. Les formes périodiques, circulaires et agitées, c'est chez les femmes. Enfin, voilà. Il est de manière quand même qui est très teintée par l'époque, hein. J'ai écrit un article là-dessus, si ça vous dit. Mais Kraepelin, effectivement, est un homme de son époque. Ce que je trouve intéressant, là, c'est vous citez la démence paranoïde, c'est-à-dire que l'âge moyen est plus élevé, il y a moins de convulsions. Ce qui inquiète Kraepelin, c'est le fait que le délire persistant signifie pour lui une désintégration de la vie psychique. Donc le fait qu'il y ait des hallucinations et un délire, hein, pour lui, ça correspond à deux formes différentes, la paranoïde grave, paranoïde légère. Euh, il fait quelques propositions thérapeutiques. Il faut apprendre aux malades à reconnaître leurs hallucinations. Il faut leur dire que les autres n'entendent pas ce qu'ils entendent. Voilà. Et il cite que dans 20 à 25% des cas, les hallucinations persistent sans plus d'élaboration et forment le seul symptôme résiduel de la maladie. Hein, le délire peut persister, mais sa signification disparaît petit à petit de la vie psychique des patients. Ils ne parlent plus des hallucinations de leur propre initiative, ou ils les mentionnent sans insister comme n'importe quel autre sujet. Hein. Leur énervement peut être réveillé par une provocation sur leur délire, mais ils arrivent à s'accommoder d'un travail et de la vie en institution, au prix d'un accoutrement voilà, particulier. Donc cette phrase, je trouve hyper intéressante. Le roi du monde entier s'occupe d'horticulture, le Seigneur Dieu porte du bois, l'épouse du Christ coud et rapièce. Oui, parce qu'il faisait travailler les malades à l'époque, hein. C'était comme un peu comme en prison. Il y avait une idée comme ça morale qu'il fallait que les malades soient occupés. Donc il s'occupait un peu effectivement de la logistique, hein. Il y avait notamment traditionnellement des porcheries dans les asiles, en France aussi. Et puis il va nous parler d'une forme, huitième forme langagière, la schizophasie. Hein, il va utiliser donc ce mot de schizo qu'on retrouve chez Bleuler. Donc 8 formes cliniques, 5 formes d'évolution, 3 formes d'affaiblissement terminal, Schwarzine. Voilà, je vous les ai rassemblées ici. Donc les 8 formes cliniques, les 5 formes de démentification, les 3 formes d'affaiblissement terminal psychique. On focalise sur un trouble des émotions et de la volonté qui correspond à la destruction de la cohérence interne de la personnalité psychique. Voilà. Pour lui, on focalise donc vers une lésion cérébrale spécifique qu'il faut trouver, qu'il faut rechercher. On n'a pas encore découverte, mais pour Kraepelin, c'est quelque chose qui existe. Les hypothèses de ce processus, c'est peut-être l'auto-intoxication. Donc, on a vu son idée sur les hormones, la sexualité, c'est-à-dire les hormones sexuelles, ou bien peut-être la puberté, la lésion du germe, c'est-à-dire, voilà, ça c'est une vieille idée dans la dégénérescence, c'est-à-dire que les gamètes contiendraient en eux-mêmes les sources de la démence précoce. Les conditions de vie aussi pourraient amener à la démence précoce. En tout cas, il est contre l'origine purement psychique des troubles de la démence précoce, contrairement à ce que disait Jung à l'époque. Alors voici le résultat de cette étude des 500 patients de Kraepelin sur environ 10 ans, avec le symptôme cardinal dans chacune des formes. Ce qui est intéressant, c'est que ici, vous avez donc une forme où les malades sont plus jeunes que les autres, hein. Donc c'est la forme féminine, on va dire. Et dans les formes paranoïdes, les malades sont plus âgés et le début est moins aigu, c'est-à-dire il y a une forme d'évolution subaiguë. Donc on pourrait se demander si finalement les formes paranoïdes ne sont pas des formes tardives. Mais en tout cas, pour Kraepelin, la guérison, les rémissions, hein, voilà, il va les évaluer, parfois à 26%, 10%, voilà, 50% est forme agitée, enrayée dans la moitié des cas. Paranoïde légère, 20 à 25% de guérison, hein. Paranoïde grave, pour lui, il n'y a pas de guérison. Alors, à l'époque, on considérait qu'il y avait une évolution vers la guérison spontanée de la schizophrénie dans un quart, un cinquième des cas. Alors, voici donc ce fameux tableau. Il y a des formes de passage de l'un à l'autre. Ouais, c'est un peu compliqué, mais
voilà, il a étudié les pourcentages de passage d'une forme à l'autre. Voilà, c'est assez intéressant. Alors, il y a un problème quand même dans sa classification, c'est que la forme stupide est reliée à rien, hein. Donc, on pourrait se dire peut-être que ça pourrait être l'autisme, par exemple. C'est peut-être une autre forme clinique qui s'est retrouvée au milieu de la démence précoce. Ben voilà, tout ça c'est détaillé dans son texte de 1913. J'ai essayé de vous mettre, selon la PANS, où est-ce qu'on mettrait chacune des formes, hein, voilà, en fonction de, de- 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 de la réflexion créplinienne. Plus il y a des troubles de la volonté, plus c'est grave, hein. Donc plus il y a des formes, voilà, plus il y a de plus et de moins. Voilà. Donc ça c'est une sorte de tentative de croiser Andreasen avec Kraepelin, parce qu'on a souvent dit que Nancy Andreasen avait une démarche créplinienne. Alors, on focalise vers les troubles de la volonté. Qu'est-ce que c'est? Hein, ça correspond à la perte de la régulation de la volonté sur le cours des pensées. Alors, vous savez bien, les lumières, c'est la raison qui va diriger le monde, etc. Mais là, bon, si on perd la volonté, le meilleur et le plus précieux du caractère est enlevé à l'humain. Il y a une annihilation de la volonté personnelle. Le malade n'est pas mu par ses réflexions et ses humeurs, mais par le résultat imprévisible de stimulations extérieures aléatoires, de sentiments venant de l'intérieur. On voit bien la détestation de l'idée de pulsion, hein, chez Kraepelin. Il faut combattre, hein, les impulsions, les stimulations périphériques et contraires. Hein, contraire, il faut lire derrière ce terme-là, en fait, son inquiétude par rapport à l'homosexualité, Kraepelin. Alors, il faut stimuler les patients. Il a toute une théorie anatomopathologique sur les cellules qui sont en surface, en profondeur. Voilà. En tout cas, il nous prévient que la démence précoce comme entité pathologique, hein, ce n'est qu'une hypothèse. L'expérience clinique et les découvertes anatomiques peuvent se rassembler dans les grandes lignes avec une certaine harmonie sous cette hypothèse. Il doit donc être réévalué à l'avenir si et jusqu'où cette réflexion résistera aux connaissances de demain. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'une fois qu'il est mort, ses élèves ont considéré que ce qu'il avait écrit était une sorte de vérité, et on allait prouver en argumentant par Kraepelin, quoi, un peu comme on pourrait argumenter par Toutatis ou Belenos, on va dire. Mais c'est assez bizarre parce que Kraepelin, vous avez vu, il a beaucoup changé ses hypothèses, etc. Il était un peu, il a tâtonné, il n'était pas trop sûr de lui, et finalement, ça a eu un succès qu'il a un peu dépassé. Il a été assez peu contesté, et jusqu'à aujourd'hui, les entités cliniques de Kraepelin, on peut les retrouver, hein. La maladie bipolaire, dans la folie maniaco-dépressive, voilà. En tout cas, autour de cette idée de trouble fondamental, de trouble de la volonté, il va y avoir une série de publications dans les années 1904-12. Par exemple, le français Maslon va essayer de caractériser ce trouble cognitif, hein, de la schizophrénie, on pourrait dire aujourd'hui. Jung avec les complexes, Freud, l'auto-érotisme, etc. Et Bleuler, il va trouver que les malades présentant une démence précoce chutent au test des associations. C'est-à-dire que normalement, quand on vous dit euh, paillasson, on ne dit pas somnambule derrière, etc. Vous voyez. Et donc, quand on dit table, il faut dire chaise. Quand on dit maison, on peut dire, je sais pas moi, cabane, voiture, moto, etc. Donc ça, c'est quand on reste dans le cadre des associations. Et les malades présentant la démence précoce, ils trouvaient des mots hyper originaux, voilà, donc ils chutaient le test d'association. Et pour Bleuler, il en a conclu que c'était spécifique à la démence précoce. Il en a fait le mécanisme de ce que lui allait appeler la schizophrénie. Le mécanisme schizophrénique, c'est le fait que les associations sont difficilement retraçables par un observateur extérieur. Alors après, il y a cette même idée, hein, qui a été reprise sous le terme de discordance par Chalin, qui était un Français qui a dit que la démence précoce, la vraie, c'était la démence précoce française de Morel. On s'était fait voler la démence précoce par les Allemands. En tout cas, voilà la schizophrénie. Je vous propose cette formule lacanoïde, bizarroïde. C'est-à-dire, vous mettez de la démence précoce, vous rajoutez de la psychanalyse, vous avez la schizophrénie de Bleuler. C'est une interprétation de la démence précoce en essayant d'interpréter le délire par la psychanalyse. D'ailleurs, ce chapitre-là, qui s'appelle Génération du contenu délirant, a probablement été écrit non pas par Bleuler, mais par Jung. L'idée, c'est que il y a une lésion organique qui donne une fission primaire des associations,
des idées, qu'il va y avoir une scission secondaire des complexes psychiques qui va être à l'origine de symptômes variables qui s'appellent l'autisme et l'ambivalence. C'est-à-dire il va essayer d'interpréter cette description clinique de la démence précoce qu'on connaissait déjà à l'époque, et il va dire, voilà, avec la schizophrénie, avec la psychanalyse, on va mieux comprendre ce que disent les patients, et on va essayer de croiser la psychanalyse avec des hypothèses anatomopathologiques, pour l'instant encore non vérifiées. Voilà. Donc il y a deux types de schizes, il y a la fission et la scission, la Spaltung, c'est la scission, et la Zerspaltung, c'est la fission. Vous voyez, donc là on est dans un truc, carrément dans la radioactivité, quoi. Donc la schizophrénie mène vers la démence schizophrénique. Et donc il faut combattre cette évolution. Pour Bleuler, il n'y a pas de traitement spécifique à la schizophrénie. Il est plutôt pessimiste. Il faut pas chercher à les soigner, mais il faut les empêcher d'avoir des enfants. Voilà, il y a une politique sur le mariage. Il dit d'ailleurs qu'il faudrait probablement les éliminer d'une manière scientifique, humaine et convenable. Hein, bien sûr, il sera exaucé, alors pas en Suisse, mais bon, c'est un peu glaçant. Il y a certains passages du texte de Bleuler qui sont assez difficiles. En tout cas, le problème, c'est que lui va partir d'une idée qu'il existe un trouble schizophrénique dans des pathologies, notamment ce trouble schizophrénique il est spécifique de la démence précoce, mais il peut peut-être se retrouver aussi dans d'autres pathologies. Donc en fait, à partir de son hypothèse de départ, il va faire complètement diverger l'idée de schizophrénie. Finalement, lui, il va complètement perdre l'idée de délimitation de la démence précoce que Kraepelin avait mis dans son texte, hein, dans son manuel. C'est-à-dire que la démence précoce, elle est délimitée, voilà, il y a des différences avec les autres pathologies, avec la paraphrénie, avec la maniaco-dépressive. Et Bleuler, il a une sorte de conviction qu'il existe cette schise. Il faut la retrouver dans ce qu'on appelle d'autres maladies, mais peut-être que la schizophrénie, elle est à bas bruit chez certaines personnes. Il dit les blanchisseuses, elles ont peut-être des schizophrénies, mais on ne les détecte pas. Donc il faut faire de la prévention, il faut faire du dépistage, la prévention précoce, etc., pour isoler ces personnes-là, pour pas qu'ils se reproduisent, parce qu'on ne sait jamais, ça peut se répandre dans toute la société. Et puis bon, au cours de sa vie, à la fin de sa vie, il va considérer que tout le monde est schizophrène autour de lui. Mais bon, il était dément. Voilà. Et il y a une histoire un peu bizarre, hein, de Bleuler autour de cette idée de schizophrénie. En tout cas, sa théorie, hein, qui est un peu plus compliquée que celle de Kraepelin. Hein. Kraepelin, c'est l'entonnoir, lui, il fait plutôt un sablier. Finalement, on va restreindre la schizophrénie à la description de Kraepelin, ce que va nous dire Minkowski et Henriet notamment, mais aussi tous les autres cliniciens de l'époque. Hein. C'est-à-dire qu'on va, à partir de là, appeler schizophrénie plutôt la démence précoce. Et d'ailleurs, je vous rappelle que le texte de Bleuler s'appelle démence précoce ou le trouble des schizophrénies. Alors la traduction d'Henriet, c'est 50 pages. Hein, il dit que voilà, jamais on va le traduire en français. Bon, c'est quand même un peu bizarre que Henriet, qui avait de tels contacts, de telles connaissances, n'a pas demandé à ce qu'il y ait une traduction intégrale, hein, de ce texte. Le texte d'Eugène Bleuler est disponible donc en français, aux éditions Epel Grec, 563 pages. C'est ce qu'on ne voit pas dans la traduction abrégée d'Henriet, c'est le regard psychanalytique sur la psychose, c'est-à-dire une tentative d'interprétation psychanalytique du contenu délirant. Et par contre, Henriet a essayé d'enlever un maximum de contradictions qui sont présentes dans le texte d'Eugène Bleuler. Ensuite, donc, il y a cette controverse entre Kraepelin et Bleuler. L'autisme comme symptôme accessoire, Kraepelin n'est pas d'accord. Il considère qu'il n'y a pas d'origine psychique pure. Il ne faut pas réfléchir en termes de complexe. Alors, il se moque un peu de lui, les parasites psychiques, tout ça. Il critique aussi la psychanalyse, il appelle ça la métapsychiatrie, le système de Freud. Kraepelin, il est contre la recherche d'un sens profond, incompréhensible dans le délire. Il dit que la psychanalyse est une parodie de science qui rejette la psychologie expérimentale. C'est non scientifique, c'est à la portée de tout un chacun, c'est illégitime. Bon. Ensuite, il faut préciser que Kraepelin va regretter ses propos. Il va se rétracter. Il va dire
non, au contraire, il faut s'intéresser au discours des patients, etc. Ça, c'est en 1920. Alors, ouais, bah, il me reste 2 minutes là. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que les paraphrénies avaient été isolées de la démence précoce, c'est-à-dire qu'il va faire un chapitre spécifique pour donner une place finalement à toutes les entités cliniques des délires chroniques français, hein, de Magnan, Ballet, Régis et Dupré. La différence, c'est que les paraphrénies ne présentent pas de troubles du jugement, hein, pas de troubles pas d'indifférence affective et pas de troubles de la volonté. Il n'y a pas d'apathie. Alors, comment ça a été introduit en France? En 1899, le premier à parler de la démence précoce de Crépeline, c'est Jules Christian. Il va détailler l'hébéphrénie. Ensuite, Paul Sérieux, à Bordeaux, va nous dire que la démence précoce de Crépeline doit être adoptée dans la nomenclature française, en dehors de la controverse sur les délires chroniques français. Et une première monographie en français assez détaillée de la démence précoce est sortie en 1911, écrite par donc Constance Pascal. Donc il y a une monographie en français qui a été écrite par Félicia Gordon et traduite l'an dernier, qu'on a récompensée avec l'évolution psychiatrique, qui parle du parcours de cette première psychiatre française, qui était d'origine roumaine, et qui a écrit des choses très intéressantes sur les prodromes de schizophrénie et les formes de rémission. Prodrome également chez les adolescents. Alors, il va y avoir des critiques assez fortes hein, de la notion de Crépeline. Il y en a qui vont dire que ce sont des démences sans démence, ni démence ni précoce, qu'il s'agit d'une confusion mentale auquel on a donné un nouveau nom, ou bien que démence précoce, c'est vraiment trop pessimiste, incurable, etc. Donc, Minkowski était un proche de Bleuler, donc il a beaucoup milité pour qu'on utilise à la place le terme de schizophrénie, puisque démence précoce chez un jeune, c'est un diagnostic destructeur. On va avoir une phase de transition, on va essayer d'expliquer que la schizophrénie est psychogène, la démence précoce est organique. Hein, finalement, entre les deux guerres, on va adopter le terme de schizophrénie, et en France de l'intérieur, plutôt après l'occupation allemande. Hein, donc les Allemands ont finalement imposé le terme à la France de l'intérieur, on peut dire. En tout cas, en 1950, on ne parle plus... on va centrer la psychose sur le délire, c'est-à-dire que tout ce qui est délirant est psychotique, tout ce qui est psychotique est délirant. On va critiquer les conceptions de Bleuler, notamment en France. Gallo va nous dire que la schizophrénie se rétrécit la démence précoce. Donc là, officiellement, on va abandonner définitivement le terme de démence précoce à la fin des années 50. Henriet va nous dire que la schizophrénie est redéfinie, et la schizophrénie redéfinie, c'est la démence précoce. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la schizophrénie aujourd'hui, c'est la démence précoce de Crépeline. Ce n'est pas la forme d'Eugène Bleuler. Hein, et ce qui a contribué finalement à cette substitution de termes, c'est-à-dire de mettre le terme d'Eugène Bleuler sur la maladie d'Émile Crépeline, c'est aussi le Congrès mondial de Zurich, organisé par le fils d'Eugène Bleuler, qui était favorable à cette substitution du nom. Paradoxalement, on abandonne le texte de son père, mais on diffuse finalement l'image d'Eugène Bleuler. Dans les manuels, c'est assez compliqué hein, de se faire une idée de ce que c'est que la démence précoce, donc je vous conseille de lire mes thèses pour cette raison-là. Il y a des tas de choses intéressantes qui ont été écrites notamment par les philosophes sur le type philosophique de maladie ou bien la scientificité de la démarche de Crépeline. Bon, c'est peut-être le manque de scientificité actuelle aussi, hein, la psychiatrie. On est quand même dans une spécialité clinique, on n'a pas d'anatomopathologie, une fois de plus. Et en tout cas, David Frankelen nous dit quelque chose d'intéressant dans son livre Critique de la raison psychiatrique. Le terme de schizophrénie est arrivé à une époque où on n'avait pas de terminologie, ou même le concept de schizophrénie est arrivé à une époque où on n'avait pas de mots. Hein, c'était un Titanic sémantique auquel devaient faire face les cliniciens quand ils arrivaient à l'hôpital, qu'ils découvraient des malades qui souffraient de troubles dont ils n'avaient pas connaissance auparavant. Alors voilà, la démarche médicale, c'est on va trouver des nouvelles maladies. On a peut-être eu l'intention conjuratoire de dénommer une nouvelle maladie qui s'appelle démence précoce. Elle a été en tout cas la condition à la création de la psychiatrie clinique. Elle a accompagné ce développement le développement de cette spécialité médicale.
Mais au bout d'une centaine d'années, on s'est rendu compte que le terme était aussi stigmatisé que celui de folie. Hein, c'est un concept qui a été beaucoup remanié, réinterprété. Il y a peut-être aussi une contradiction, une erreur de méthodologie en psychiatrie, c'est-à-dire que la démence précoce et la schizophrénie sont issues d'une démarche de classification clinique. Il n'y a pas d'objectivité, en fait. On ne peut pas rechercher le gène d'un concept de la littérature psychiatrique, finalement. Hein. Trouver une matérialité à une démarche intellectuelle sur plus d'une centaine d'années, je pense que c'est une erreur tautologique. Hein. Je ne pense pas que à partir de la description de la schizophrénie, on va trouver un gène unique. Ça, je ne pense pas. Je pense qu'il faut prendre du recul par rapport au fait de figer les diagnostics. Hein. Il s'agit d'une démarche intellectuelle. Il faut peut-être reprendre le travail de réflexion épistémologique, le travail de traduction. On est peut-être vulnérable à la réécriture des concepts. L'un des risques, c'est l'appauvrissement de la clinique. En tout cas, peut-être que le diagnostic, c'est une manière, une convention de parler de certains malades, une convention de raconter une rencontre, plus que le fait de décrire une réalité, enfin un reflet d'une organicité. Voilà, donc voici Kraepelin dans son boudoir. Je vous remets mes formules. Hein, donc psychiatrie, démence précoce plus psychanalyse égale schizophrénie. On enlève la psychanalyse de la schizophrénie, donc on a une sorte de néo-démence précoce qui s'appelle la schizophrénie, ça à l'époque où on découvre les neuroleptiques. Au Japon, on change le nom de la schizophrénie en 2013, on passe de maladie de la désintégration mentale à trouble de l'intégration psychique. Donc les idéogrammes sur la radioactivité ont été changés, parce qu'ils étaient jugés stigmatisants pour les malades. Voilà, donc il faut garder en tête, à mon avis, que voilà, le spectre de la schizophrénie repose sur le squelette de la démence précoce. Alors j'ai fini mon intervention, je vous propose peut-être juste un dernier quiz. Alors, qui a publié cette photo? Voilà. Bien sûr, vous pouvez proposer vos hypothèses. Toute réponse est une bonne réponse, hein. On travaille ensemble, là. Hein? Est-ce que c'est Kraepelin? Il y a marqué des malades schizophrènes. Hein. Alors, est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est Freud? Est-ce que c'est Constance Pascal, qui écrivait en allemand aussi? Hein. Bon, alors effectivement, c'est Kraepelin, parce que au final, il a accepté d'utiliser le mot schizophrénie, le mot schizophrène pour sa démence précoce. Voilà. Donc, de son vivant, il a finalement rendu hommage, parfois de manière un peu discrète, comme ça, sur la légende d'une photographie qui accompagne le manuel de Kraepelin tout au long des années, hein, c'est-à-dire depuis 1893 jusqu'à 1913. C'est cette même photo qu'il met, c'est une photo qui est posée, hein, elle démontre rien du tout. En tout cas, moi, ce malade-là, je l'ai appelé la Joconde de Kraepelin, parce que je pense qu'il en sait plus que ce que Kraepelin a peut-être bien voulu nous dire. Il a encore des secrets à découvrir, ce monsieur. On ne sait pas comment il s'appelle, mais voilà. Je trouve cette photo très sympathique. Merci de votre attention. Bien sûr. C'est le moment de poser des questions. Merci beaucoup, Jérémy, pour ce parcours, ce récit très détaillé, très riche. Et donc, tu nous proposes une histoire très, très incarnée à tous les sens du terme, incarnée par les cliniciens qui la font, bon, et puis incarnée aussi par ton désir de savoir, ton goût pour la géographie, le fait d'aller sur place, etc. Tu as commencé au départ en disant que ça nourrissait un peu ton expérience clinique, même si ton exposant est la démonstration. Est-ce que tu pourrais encore approfondir un petit peu cette dimension? De quelle façon l'histoire te sert dans ton exercice avec les patients? Ça me sert surtout à ne pas être à la recherche d'un diagnostic. Je ne pense pas que je puisse répondre à la question quand on a formulé un diagnostic. C'est-à-dire que pour moi, les diagnostics sont forcément que des hypothèses
que les diagnostics sont reliés à certains termes, mais des termes qui ont été définis. Donc, au début de mon parcours clinique, quand j'étais étudiant et que j'avais pas du tout étudié l'histoire, pour moi, il fallait savoir si un patient était schizophrène ou non, quoi. Il fallait savoir s'il était vraiment déprimé. Mais bon, au final, quand on étudie l'histoire, on se rend compte que même la dépression n'est qu'une hypothèse d'interprétation clinique. Donc il y a parfois des interprétations cliniques qui sont complètement en dehors des sentiers battus, en dehors des manuels. Et il y a aussi beaucoup, finalement, on pourrait dire, d'erreurs diagnostiques. Une fois, j'avais eu un patient qui sortait de l'hôpital, il avait des très fortes doses de neuroleptiques, il avait même du mal à parler. Et puis je me suis dit à un moment donné, bon bah, je sais pas, est-ce que je prends un risque si je diminue les neuroleptiques? Et puis je discute avec lui, et puis à un moment donné, comme ça, il me dit qu'il avait envie d'apprendre l'indonésien. Alors je lui dis, bon, un petit jeune de la banlieue sud qui est d'origine espagnole, pourquoi il veut apprendre l'indonésien, quoi? Puis là, il me dit qu'il a fait du japonais au lycée, qu'il avait un ami au lycée qui avait aussi appris le japonais, ils sont allés au Japon ensemble, il a passé un an là-bas, et puis il aime bien l'Asie, et puis pourquoi pas apprendre une langue asiatique assez simple, l'indonésien. Effectivement, linguistiquement, c'est moins compliqué que le chinois, etc. Mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal, quoi. Alors qu'à l'hôpital, quand il a raconté ça, les types, ils l'ont mis sous neuroleptique, quoi. Alors c'est pas marqué on peut pas avoir de certitude diagnostique, jamais. Et en particulier, là, ce patient, on avait eu l'impression peut-être qu'il avait des propos délirants, avec cette histoire de langue. Après, moi j'ai trouvé ça normal, qu'il cherche à apprendre l'indonésien, je trouvais pas ça du tout délirant. Pourtant, peut-être que si j'avais suivi à la lettre certains préceptes cliniques, je l'aurais trouvé moi aussi délirant. Et donc voilà, ça me permet de beaucoup relativiser la phase diagnostique en fait dans mon approche. Il y a de nombreux cas, alors moi je suis peut-être un peu années 70, c'est la décennie où je suis né. J'ai pas forcément besoin d'un diagnostic pour soigner un patient. Pour moi, les antidépresseurs, le nom d'antidépresseurs, c'est un petit peu un nom commercial, c'est-à-dire ce sont des ISRS. Il y a un fonctionnement chimique dans ces différents médicaments. On essaie d'utiliser les effets qui peuvent, on peut le souhaiter, être thérapeutiques, mais avec un antidépresseur, on ne va pas taper sur la dépression, on va utiliser des propriétés qui vont modifier l'humeur. Voilà, donc ça me permet de prendre un peu de recul par rapport à un enseignement de la psychiatrie où on aurait un diagnostic, le bon diagnostic à trouver, puis ensuite le bon traitement pour soigner les dérèglements chimiques du cerveau. Ça, ce sont des hypothèses qui sont finalement assez simplistes et très obsolètes, très anciennes. Les diagnostics psychiatriques ne reposent pas sur la science, ni sur l'anatomopathologie, mais sur la culture de l'époque. Et donc, il y a parfois certains patients qui ont leur propre environnement, leur propre monde, mais pour relativiser des fois ce qu'ils disent, ne pas s'engouffrer dans le diagnostic et dans des effets secondaires thérapeutiques, par exemple, je pense que effectivement avec l'histoire, on arrive à mettre à distance le fait qu'on a tendance, peut-être, quand on sort de la fac, à coller notre approche avec ce qu'on a vu dans les manuels ou ce qu'on a vu chez d'autres cliniciens, sans forcément développer sa propre approche des troubles mentaux et sa méthode thérapeutique. Merci pour cette réponse très, très convaincante. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être que tu peux arrêter le déborama pour voir s'il y a des questions sur le film. Ah oui. On a ici, là? Non. Tu baisses, oui. Arrête de l'antenne. Non? Si. Ok. Comme ça? Voilà. Et peut-être appuyer ça pour qu'on voit ça en premier. Ou ça? Conversation. Ok. Non, il n'y a pas de question. Le son est bon. Ah, Lara, Jasmine Sec. Ok. Bon bah, ok Lara. On va en reparler. Tiens, moi j'aurais une question quand même qui est un peu... tu en as parlé à toute fin.
on est passé aussi, c'était une justification de changement de terme, c'était on passait du terme de démence précoce à schizophrénie parce qu'on pouvait en faire un épithète, schizophrène. Bon. Ouais. Et aujourd'hui, ce diagnostic de schizophrène est quand même quelque chose qui porte une lourde charge de stigmate. Et donc, je crois que c'était la dernière version du DSM quand même, c'est joué à une voix que le terme soit changé. On voit que les Japonais ont déjà passé le pas. Je crois que c'était l'an dernier. Il y avait un collectif d'associations de patients et un signataire qui était Hervé Guillemin, justement l'historien, qui proposait justement un changement de terme. Comment tu prends les choses? Est-ce que c'est une déclinaison du wokisme ambiant? Est-ce que c'est aussi important pour les patients de retrouver un terme qui soit moins stigmatisant socialement? Qu'en penses-tu? On sait maintenant qu'il faut une centaine d'années pour que le terme devienne stigmatisant comme folie, quoi. C'est-à-dire que la démence précoce, elle a vécu 10 ans, la schizophrénie, 100 ans. Au bout de 100 ans, la démence précoce est morte. Donc au bout de 100 ans aussi, la schizophrénie doit mourir, quoi. Oui, ça a une certaine logique. Ça semble naturel. D'autant que tous les diagnostics psychiatriques deviennent des insultes. Hystérique, oui, c'est ça. Parano. C'est qu'une question de temps, en fait. Une question de temps, mais enfin, des fois ça va plus vite que 100 ans. Tu veux dire pour Asperger, par exemple? C'est peut-être l'inverse, justement, Asperger, malheureusement, où il n'y a pas de raison qu'on utilise ce terme, mais je pense que c'est normal que sur le plan sociologique, on essaye d'améliorer les choses, l'image des patients, etc. Après, moi j'ai un petit problème avec une démarche où ce ne serait pas les patients eux-mêmes qui mèneraient ce combat. C'est-à-dire qu'il y ait des spécialistes qui prennent la parole au nom des patients pour dire ce qui est stigmatisant et ce qu'on doit faire. Moi, c'est un truc qui me dérange un peu. J'aime pas trop ça parce que les patients ils ont beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et nous, ça y est, on publie déjà des choses, on fait des conférences, etc. On est en plus de ça assez à distance. Donc je pense que c'est vraiment la parole aux patients. Il y a effectivement une forme de démocratie sanitaire qui fait que, par exemple, le milieu du handicap est beaucoup plus influencé par les patients et les familles de patients, enfin les bénéficiaires, les personnes en situation de handicap, comme on dit. Alors, il faut être à l'écoute de ça. La psychiatrie, je pense, n'a pas toutes les réponses. Elle ne possède pas elle-même tout le vocabulaire. Elle doit être compréhensible aussi. Après, de dire que la pathologie doit être un terme technique pur, je trouve que c'est un peu triste, quoi. C'est vrai qu'actuellement, on a une manière de vulgariser, de diffuser le savoir médical, de le partager avec le public. Donc, oui, pourquoi pas changer. Il était question, je crois, de dire trouble psychotique ou je sais plus quoi. Il y a plein d'autres terminologies qui ont été proposées. D'ailleurs, avant que le terme de schizophrénie soit proposé, il y avait par exemple dysphrènie, il y avait plein de choses. Et alors, pourquoi pas? Mais ça va avoir le même effet, quoi. C'est-à-dire, au bout de quelques années, ça sera stigmatisant. Je pense que c'est une bonne chose qu'on soit sur une voie d'inclusivité. Je pense tout simplement, peut-être que, d'ailleurs, la schizophrénie est stigmatisée même au sein de la psychiatrie. C'est-à-dire, je pense qu'on connaît mal ce terme, on connaît mal l'histoire du mot schizophrénie nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai travaillé sur ça dans ma thèse, c'est pour ça que je partage ça aussi avec vous. Je pense qu'il faut qu'on connaisse un peu mieux ce qu'on a décrit sous tel ou tel terme, qu'on comprenne peut-être un peu mieux dans quelle situation étaient les cliniciens qui ont écrit ces descriptions cliniques qui sont devenues des concepts qu'on a appelés ensuite des diagnostics, qu'on a appliqués à des patients, parfois pour les restreindre à un mot dont plus personne ne connaît la signification. Moi j'étais persuadé quand j'étais étudiant en médecine qu'il y avait une origine génétique à la schizophrénie, qu'on allait la découvrir d'ici 10 ans. Mais bon, on pense ça depuis 150 ans. Donc on a peut-être une manière un peu simpliste d'avoir une vision uniquement médicale de la chose, alors que pour moi l'essentiel c'est dans la rencontre avec les patients, de pouvoir échanger avec eux, d'avoir une posture soignante, thérapeutique, être médecin, y compris avec ces patients-là qui ont
troubles du contact, qui ont parfois un discours assez hermétique, et on peut être considéré comme délirant ou alors avoir un discours hermétique sans être schizophrène ni délirant, hein, c'est-à-dire se mettre en interlocution avec un patient qui peut être un peu original ou je sais pas moi, qui a vécu dans 10 pays à la suite, qui est imprégné de plusieurs cultures, c'est pas toujours simple, et je pense qu'on peut faire des erreurs d'interprétation assez fortes. En tout cas, je trouve que c'est plutôt une bonne chose que les patients aient de plus en plus la parole, quoi. Monsieur, oui. Faut que je change de place. Si vous voulez venir à ma place, oui, ce serait mieux. Oui. Oui, je voulais vous remercier pour votre exposé parce que justement vous avez montré quand même la richesse de la discussion théorique entre Kraepelin et Bleuler, et Jung aussi entre parenthèses. Et c'est quand même une époque où il n'était pas possiblement question de changer les noms des maladies dans l'espoir de pouvoir changer les maladies elles-mêmes. Il y avait une véritable réflexion psychiatrique très approfondie. Oui. Par exemple, la notion de schize, vous avez très bien montré comment ça vient de la découverte de Jung, par Jung, de la psychanalyse, enfin de sa compréhension de la psychanalyse, et comment Bleuler s'emparait de ça à son tour. Et donc il y a une période au début du siècle où les psychiatres avaient vraiment une pensée théorique tout à fait riche. Aujourd'hui, quand on voit le DSM, on est un petit peu triste de voir à quel point la pensée théorique est faible. Alors on peut changer les noms pour ne pas vexer les gens, ça ne change absolument rien à la chose, à savoir que c'est insultant. Ouais. On va faire tout ce qu'on veut. Je crois que c'est pas quand même ça l'important. L'important c'est quand même d'essayer de comprendre qu'est-ce qui arrive à ces gens qui ont cette chose que Bleuler essaie de décrire. Est-ce que la schize, ça existe vraiment? Il y a une discussion assez serrée entre Bleuler et Freud avant qu'ils se brouillent. Oui. Malheureusement, ils se sont brouillés en 1913, c'était presque inévitable, mais ils ont une discussion vraiment serrée. Freud disait, moi je trouve que la schizophrénie, c'est pas un très bon mot, parce que c'est pas la schize qui est la chose vraiment importante. Bien sûr, c'est très important la schize, ce que Freud appelle le clivage du moi, mais le clivage du moi, ça existe chez des gens qui ne sont pas schizophrènes. Oui. Ce qui est important pour moi, dit Freud, c'est la création de néo-réalité. Oui. Alors Bleuler dit, oui c'est très intéressant, alors Freud a une très mauvaise idée, il se dit, on devrait appeler ça plutôt la paraphrénie. Alors que vous avez montré, la paraphrénie représentait tout à fait autre chose. Alors Bleuler dit, non, c'est intéressant ce que vous dites, mais moi je tiens à la schizophrénie, et il avait évidemment un poids sur cette question-là absolument écrasant, donc Freud s'est écrasé. Un poids universitaire. Et puis une expérience clinique, Freud s'appuyait essentiellement sur un manuscrit écrit par un malade. Il avait très peu d'expérience de psychose, alors que Bleuler avait une expérience clinique formidable. Donc, si Bleuler ne parle, Bleuler ne peut pas, et puis c'est tout. Oui, c'est ça. Mais il y a quand même une discussion entre eux qui est une discussion théorique vraiment intéressante. Oui. Alors, moi je trouve que cette discussion, justement, entre eux deux est très intéressante, et même dans tous les textes de l'époque, on trouve qu'ils ont une réflexion très riche et très précise. Une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est que finalement, il y a beaucoup de prérequis, c'est-à-dire il faut avoir fait médecine, il faut rentrer dans la spécialité, il faut démarrer l'internat, il faut avoir fait plein de gardes, puis après en fin d'internat, on peut commencer à discuter de tout ça. Une fois qu'on a fini, on va prendre un poste où on a beaucoup de responsabilités, il faut encadrer du monde, il faut voir plein de patients, des CMP à faire tourner, etc. Et finalement, on perd de vue le fait que l'essentiel du métier, c'est ça. Pour moi, la vraie controverse, c'est cette controverse-là. C'est-à-dire, comment toi, tu décris tel trouble mental? Est-ce que, ah oui, pour toi, il est schizophrène? Bah non, pour moi, il est plutôt hystérique, mais c'est difficile à voir, parce que... Et puis, qu'est-ce que tu veux dire par schizophrène? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est ça. Et... Je pense qu'à l'époque, ils avaient l'idée comme ça qu'ils avaient saisi quelque chose. Ils avaient ergreifen le terme, ils l'avaient attrapé au vol. C'est Jung qui a attrapé ça au vol, ouais. Et il a fait ses tests de dissociation. Oui, oui. C'était une connerie totale, mais n'empêche que ça lui donnait l'idée qu'il y avait quand même quelque chose de très intéressant à comprendre. Ouais.
dans cette difficulté pour les schizophrènes d'associer un mot à un autre mot. Oui, alors d'ailleurs c'est caricaturé dans un certain nombre de films, hein, que ce soit des films sur Jung, il y en a un certain nombre. Je crois que c'est Freud, Passion secrète, où Jung en fait drague les patientes avec les tests d'association. Oui, alors évidemment, Jung a eu des problématiques assez graves. Sérieux, ouais. Mais il n'empêche qu'il a vu quelque chose très tôt, et qu'à ce moment-là, au début du siècle, il y a eu vraiment des discussions passionnantes. Et puis un petit peu après, ici même, ça a continué, parce que l'évolution psychiatrique, au départ, c'est quand même c'est ça aussi. Hein. Donc bien sûr, sûr. ça n'a pas tellement changé. Enfin, les controverses. Un peu moins nombreux, mais... À l'évolution psychiatrique, il y a eu beaucoup de débats effectivement théoriques sur la psychose, le psychisme des patients schizophrènes, etc. Cette perturbation cognitive. Il y a beaucoup de textes en français des années 10 et des années 20 sur ce sujet. Et dans les éditions des années 20-30 de l'évolution psychiatrique, on retrouve toute cette démarche-là. Voilà, vous pouvez lire tout ça à la bibliothèque Henriet, bien sûr. Sur Gallica. Ou sur Gallica. Merci beaucoup. Peut-être qu'on va s'arrêter là vu l'heure, malheureusement. Merci beaucoup, Jérémy. Et on se retrouve le 4 février pour l'intervention de Nathalie Lebras sur les aliénés au XIXe siècle. C'est son travail d'histoire sociale. D'histoire sociale sur la condition des patients au XIXe siècle. Voilà. C'est un bouquin formidable. Oui, qui était sorti donc en début d'année 2024. Voilà, alors du coup je vous conseille d'aller peut-être lire des développements de mon intervention dans ce que j'ai écrit à ce sujet-là dans ma thèse, qui est déposée donc à la bibliothèque. Voilà, merci. Vous pouvez aider maintenant d'ailleurs. À la prochaine.